j'ai toujours donné beaucoup de conférences, beaucoup dans les écoles. Puis la conférence, c'est comment devenir entrepreneur. Puis j'ai décidé pendant le COVID d'en faire une nouvelle qui est l'entrepreneuriat humain. Puis Amélie, quand je l'ai engagée, je vais en parler plus tantôt pour Entrepreneur en cavale, mais quand je l'ai engagée en juillet, elle a marqué un beau petit sous-titre pour bien décrire ma conférence, Fake et glorieux à authentique et heureux. Je n'en parle pas tout de suite, je vais vous laisser imaginer ça pendant ma conférence. Mais je me suis rendu compte au fil du temps, parce qu'on s'est réinventé en webinaire, puis je me suis rendu compte avec les participants, mais ce n'est pas juste des entrepreneurs qui participent à nos activités puis à nos webinaires. Puis je pense qu'on touche beaucoup tout le monde. Fait que j'ai comme changé ma conférence pour entreprendre, il y a une faute, j'ai oublié le T, entreprendre sa vie. Parce que je crois beaucoup que dans le fond, pour un entrepreneur, c'est quoi? Bien, il entreprend sa vie en premier, comme je l'ai mentionné au début du webinaire. Puis je pense qu'on peut toucher la vie de tout le monde en étant entrepreneur. Puis nous-mêmes, il faut entreprendre notre vie. J'ai mis une slide ici que vous voyez, c'est Steve Jobs quand il était jeune, quand il était vieux. Parce que dans le fond, Steve Jobs disait tout le temps que ceux qui utilisaient des PowerPoint, qu'ils ne maîtrisaient pas la matière. Fait que là, pour moi, je maîtrise la matière, c'est ma vie. Alors, j'aurais pas besoin j'ai besoin d'un PowerPoint. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un TDAH non diagnostiqué. Puis je dis non diagnostiqué parce que, mon fils, mon plus vieux, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes d'hyperactivité. On est allé consulter. Puis effectivement, lui, il a un TDAH. Puis quand on a rencontré la psychoéducatrice, elle nous parlait, elle nous donnait des outils. Je me suis rendu compte, c'est clair. C'est clair, j'en ai un moi aussi. Puis d'ailleurs, plusieurs dans l'auditoire, si vous êtes entrepreneur, je suis convaincu que vous avez un TDA, TDAH. Alors, bienvenue dans le club, c'est super le fun. Alors, mais j'utilise le PowerPoint beaucoup plus pour moi parce que dans le fond, vu que j'ai un TDAH, si vous ne voulez pas que je perde le fil, puis je parle des écureuils, la gestation des écureuils en Antarctique, là, j'ai vraiment besoin de mon PowerPoint. Puis j'ai mis la photo de Steve Jobs parce que dans le fond, ma conférence initialement, c'est l'entrepreneuriat humain. Puis c'est Steve Jobs, Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos d'Amazon. Puis là, je prends nommer plusieurs. Ils ont accompli des grandes choses dans la vie, mais souvent, à mon égard, souvent au détriment de certaines valeurs humaines. Je ne sais pas si vous avez vu ces films, les livres des gens que je viens de mentionner. Souvent, ils n'étaient pas nécessairement cool avec les employés. Leur vie personnelle était un petit peu ordinaire. Fait que moi, je pense qu'on peut réaliser des grandes choses en ayant des valeurs humaines et des belles valeurs, justement. Fait que c'est pour ça que d'entrée de jeu, je voulais vous montrer cette photo. Qui est Hugo Dubé? Là, vous voyez ma photo en 2013 environ. C'est ma photo de profil Facebook depuis quelques années. Je l'ai changé récemment. Moi, je pense que j'ai un parcours de vie assez similaire à Éric Giasson. C'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant qu'il soit avec nous aujourd'hui, puis aussi dans nos conférences chez Entrepreneur à Cavale. Éric, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Moi, dans le fond, tu enlèves quelques zéros, puis tu enlèves la Ferrari, là, OK, ça ressemble un peu à ma vie, vous allez voir. Mais je dis tout le temps que j'ai un parcours de vie très peu original. Lui, c'était New York. Moi, c'est Rivière-du-Loup. OK? Fait qu'il y a une petite différence entre les deux. Maintenant, tu es à Montréal. Moi, je suis à Rivière-du-Loup. Fait que je dis souvent, j'ai un parcours de vie très peu original parce que, j'ai été conçu à Rivière-du-Loup. Je n'ai pas demandé à mes parents là, si j'ai été conçu à Rivière-du-Loup, mais ils ne sont vraiment pas sorteux. Là, fait que probablement que j'ai été conçu à Rivière-du-Loup. Mais une chose est sûre, c'est que je suis né à Rivière-du-Loup. J'ai grandi à Rivière-du-Loup. J'ai étudié à Rivière-du-loup. J'ai travaillé. J'ai fondé mes entreprises à Rivière-du-Loup. J'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai des blondes à Rivière-du-Loup. Et maintenant, je me suis impliqué aussi. Et maintenant, à Rivière-du-Loup, ce que je fais, c'est que je fais des conférences comme je fais aujourd'hui pour soit donner le goût aux gens d'entreprendre, mais aussi pour les aider à être heureux. Alors, je suis bien content. Je veux parler un peu, pour commencer, de mon enfance. J'ai assisté à une conférence l'autre fois, un webinaire de l'École d'entrepreneurship de Beauce, que vous connaissez sans doute. Je pense que c'était le président. Puis il disait que lui était un lucky sperm, okay, du sperme chanceux. Fait que c'est un peu vulgaire, excusez-moi, là, mais je vais vous expliquer. C'est que dans le fond, il a hérité de l'entreprise familiale. Puis il a démarré, il a suivi les pas de son père, puis de son grand-père, puis il se catégorisait comme une personne chanceuse. Bon, moi, mes parents, ils n'étaient pas nécessairement entrepreneurs. Mon père était journaliste, ma mère était secrétaire. On était super bien, on manquait de rien. J'ai été élevé dans l'amour. Fait que j'étais, moi aussi, un sperme chanceux parce que j'ai manqué de rien quand j'étais jeune. Puis je peux dire, j'ai une enfance pratiquement parfaite. Puis, je me compare souvent des fois indirectement avec des gens autour de moi. Puis, vraiment, là, je suis chanceux, j'ai une enfance parfaite. Mon parcours scolaire, c'est sûr que
sais, quand les professeurs venaient nous voir au primaire puis ils nous mentionnaient hey, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Bon, la majorité de mes amis ou de mes confrères étudiants mentionnaient ben, je vais être vétérinaire, je vais être pompier, je vais être police, je vais être docteur. Tu sais, toutes des choses là, qu'on entend souvent. Puis l'entrepreneuriat dans les années 80, c'était pas nécessairement à la mode. Moi, dans le fond, ce que j'ai dit, je veux changer le monde. C'était ma représentation sûrement de l'entrepreneuriat. Alors, moi, je voulais changer le monde. Puis au secondaire, ben, les orienteurs, bon, j'avais des bonnes notes, j'étais bon dans les sports, j'avais du succès. Mais au secondaire, les orienteurs, je pense qu'il y avait des difficultés un peu à me placer pour savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Puis là, dans les années 80, là, c'est le fun en 2020. Là, il y a des écoles entrepreneuriales. D'ailleurs, ici à Rivière-du, il y a une belle école, le Collège Notre-Dame. Je pense qu'il y a des représentants ici aujourd'hui. Il y a des beaux programmes entrepreneuriaux pour les jeunes. Puis d'ailleurs, je donne des conférences dans ces cadres-là. Puis il y en a plein partout au Québec. Puis l'entrepreneuriat est valorisé. On voit Nicolas Duvernois tantôt avec l'œil du dragon. C'est un collaborateur actif. Mais dans mon temps, être entrepreneur, ben, c'était un peu mal vu. C'était un gars qui avait de l'argent, qui était riche, c'était un crosseur. Fait que, c'était pas valorisé. Puis il n'y avait rien pour pouvoir envoyer après dans le parcours scolaire. L'orienteur il a voulu m'envoyer en comptabilité. Fait que, bon, là, j'ai vu un comptable dans la liste des participants, là, fait que je vais faire attention. D'ailleurs, c'est mon ami. Là. Mais tu sais, je veux dire, la comptabilité puis l'entrepreneuriat, OK, parce que mon ami comptable, c'est un entrepreneur, puis il est vraiment entrepreneur. Mais souvent, la comptabilité, ça va à l'encontre de l'entrepreneuriat. Tu sais, la comptabilité, c'est des chiffres, OK, c'est des tableaux, c'est des indicateurs. Tandis que l'entrepreneuriat, c'est des feelings, c'est des vibes, sa petite voix intérieure. Tu sais, la majorité des choses que j'ai fait, moi, j'ai aucune preuve qui pouvait me dire que c'était la bonne décision, mais je le sentais à l'intérieur de moi. C'est ça, un entrepreneur. Bref, je l'ai écouté, puis j'étais allé en sciences humaines au cégep de Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les sciences humaines, mais c'est identique au secondaire. C'est une copie identique. On a de l'histoire, on a de la géo, des maths. Moi, j'ai appris l'option maths parce que je voulais aller en comptabilité, du français. Fait que, puis, tu sais, au cégep, il y avait un peu de. C'est plus difficile de se concentrer. Il y a des parties, il y a des activités parascolaires. Fait que c'est sûr que je ne trouvais pas assez du concret aussi. Étant entrepreneur, moi, ça me prend du concret. Puis, j'ai perdu le fil rapidement. J'ai quand même fini mes sciences humaines, mais je me suis acheté un ordinateur pour pouvoir réaliser mes travaux. Puis j'ai eu tout de suite la piqûre. Puis là, on parle d'ordinateur, là, on parle des 486. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens. Là, je passe ma conférence souvent dans des écoles, au secondaire 5 ou des fois même au cégep, puis je parle de 486. Là, ils ne savent même pas c'est quoi. Là. Mais c'est très vieux, mais ils ont quand même réussi à me convaincre d'aller en informatique. Fait que je suis allé faire mon cours en informatique, toujours à Rivière-du-Loup. Puis, j'ai démarré mon entreprise quand j'étais dans ma concentration d'informatique à 18 ans. Ma première entreprise, c'est Servelings Communication. Puis, mais juste avant, avant de déménager, quand j'étais jeune, avant d'aller en informatique, quand j'étais plus jeune, je passais le journal. Je parle dans le secondaire, je passais les journaux. Puis les journaux, c'est un peu de l'entrepreneuriat, hein, parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut solliciter des clients, il faut faire le travail, bien sûr, il faut collecter des clients. Puis c'est comme ma façon de découvrir l'entrepreneuriat selon moi. Puis j'ai démarré des petits projets entrepreneuriaux, je faisais de la livraison. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'avais un désir d'entreprendre. Puis c'était un peu ma façon à moi de réaliser ça. Fait que j'ai fait quand même des projets quand j'étais plus en secondaire, début cégep. Mais quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai vraiment eu la piqûre pour l'informatique. Puis j'ai démarré mon entreprise Servelings Communication. Puis je ne suis pas sûr que c'est vrai l'information, mais je pense que ça prend 18 ans pour s'incorporer. Fait que quand j'ai eu 18 ans, j'étais allé chez le notaire, j'ai incorporé mon entreprise. Fait que je suis très fier de mentionner que ça fait depuis 18 ans, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, que je suis dans le domaine des affaires. Fait que j'ai 40 ans, ça fait plus de 20 ans. Souvent, les gens me disaient être un jeune entrepreneur. Puis c'est drôle, je vais vous en parler tantôt, mais j'ai acheté une entreprise, ça fait 30 ans que ça existait. Puis moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en affaires. Fait que j'ai quand même beaucoup d'expérience là-dedans. J'ai commencé au cégep, vous comprenez, quand j'étudiais, c'était pas facile nécessairement d'aller faire des contrats à gauche et à droite. Fait que j'ai commencé en hébergeant des sites web. Héberger des sites web, dans le fond, c'est que quand vous allez sur, je ne sais pas, mettons, entrepreneur avec un S en cavale.com, j'ai bien dit le S, ça prend un serveur qui reçoit ces données-là pour que vous puissiez voir le site web. Fait que j'ai commencé dans ce secteur d'activité-là. Puis j'en ai une anecdote, parce que, j'ai une belle anecdote à vous conter par rapport à ça. C'est que, moi, quand j'ai commencé à démarrer, j'avais besoin d'argent, parce que, je n'avais pas nécessairement les fonds personnels pour pouvoir réaliser ça. Puis ça me prenait 5 000 $ pour pouvoir acheter des serveurs, des équipements, de la réseautique, pour pouvoir réaliser mon projet.
Puis je me souviens très bien, je suis allé voir mon banquier, que je ne mentionnerai pas, parce qu'il est toujours actif. Puis j'ai présenté mon projet, probablement tout croche parce que j'étais jeune, probablement emballé, fébrile aussi. Puis il m'a écouté, il était fin, il m'a écouté. Il m'a vraiment écouté. Puis à la fin, il me dit, ben, je pense qu'il n'a rien compris. Je pense qu'il n'a absolument rien compris. En 98, là, Amazon est démarré en 95. Il a été rentable en 2005-2006. Puis, c'est vraiment dans les débuts d'Internet. Puis ça, c'est des connexions 56K. Tu sais, le fameux modem qu'il fallait se connecter par ligne téléphonique. Là. Puis là, quand vous étiez connecté, là, votre mère ne pouvait pas appeler la grand-mère au téléphone parce qu'on occupait la ligne. C'était dans ces années-là. J'avais besoin des équipements. Mon banquier a refusé le prêt. Il me dit, non, Hugo, je ne peux pas te prêter. Tu sais. Internet, c'est une mode. Il me dit ça en 98. Puis là, présentement, je vous dis, là, si je manque d'Internet aujourd'hui, là, la conférence est annulée. Puis tous mes employés présentement au bureau, là, ils retournent chez eux. C'est essentiel, essentiel au travail présentement. On l'a vu avec le COVID, avec le télétravail. Puis, mais ce monsieur-là, il me refusait. Puis j'étais chanceux parce que j'étais allé pleurer dans un bureau d'un de mes amis qui avait des entreprises. J'ai un ami, là, mais c'est un monsieur plus âgé. Je faisais du judo avec lui. Puis le monsieur m'a prêté 5 000 $. Puis ça fait vraiment la différence pour acheter des équipements. Puis c'est mon premier saut dans le domaine des affaires. Je l'ai remboursé, inquiétez ou pas. Mais c'est sûr que mon banquier, je le croise régulièrement dans les activités d'affaires. Puis je peux vous dire, je me fous de sa gueule à chaque fois, là, sérieusement. Là, à chaque fois, je me fous de sa gueule. Puis aujourd'hui, là, je vous dis, j'ai même pas besoin de parler. Juste mon regard, dans mon regard, quand il croise, il le sait. Donc, bref, c'est une belle petite anecdote. Je vais parler un peu de mes entreprises rapidement. Je ne vais pas focusser là-dessus. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur mon site web hugodubé.ca. J'ai dit que j'avais démarré mon entreprise en 98, Servlinks Communication. On hébergeait des sites web. J'ai commencé à héberger aussi d'autres types de solutions. On appelle ça du cloud computing ou de l'info nuagique en bon québécois. Fait que j'hébergeais des serveurs, puis une plein de services, des courriels. On a commencé aussi à faire du service informatique, de la vente de matériel informatique et de la programmation sur des sites web ou des logiciels X, Y, Z. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis au fil du temps, genre, vous allez voir à droite, Informatique IDC, j'ai fait plusieurs acquisitions dans le domaine de l'informatique pour pouvoir grossir, augmenter mon territoire. J'en ai fait quelques-unes, dont Informatique IDC qui était à la Pocatière, qui a vraiment doublé notre chiffre d'affaires, doubler le nombre d'employés. Ça a vraiment fait une grosse différence dans mon parcours entrepreneurial. Vous voyez en bas, Chin Tactique. Dans le fond, on a sorti le site web de la compagnie informatique Servlinks. On a démarré une nouvelle entreprise qui s'appelait Chin. Puis, en fin de compte, quelques années plus tard, en 2018, on a acheté Tactic Design, on les a fusionnés, qui est devenu Chin Tactic. Fait que là, oui, on fait des sites web, on fait du marketing, des plans de communication, on fait des réseaux sociaux, on fait toute la production des logos, des sondages de performance. Alors, c'est toute la firme marketing et de communication que vous connaissez. Ensuite, en bas, la fameuse petite banane Enos. Encore là, on a sorti, vu que c'était rendu très gros, on a sorti la programmation de Servlinks. On a démarré une unité d'affaires qui est uniquement dédiée à ça, qui s'appelle Enos. Alors, on fait de la programmation, comme je mentionnais, de logiciels, de sites web, tout ce qui est compliqué. On a démarré aussi une petite branche de réalité augmentée. Fait que c'est quand même depuis quelques années. Ensuite, vous voyez à droite, entrepreneur humain. Ça, c'est mon image de marque personnelle. C'est hugodubé.ca. C'est que je fais du coaching d'affaires. Je fais du coaching humain, je pourrais dire, beaucoup plus que du coaching d'affaires. Je fais des conférences comme je fais présentement. J'ai écrit des livres. Il y en a un qui est sorti, Comment devenir entrepreneur. Vous pouvez l'acheter sur mon site web. Je vous le recommande fortement. Non, sans blague. Puis je suis en train d'écrire mon deuxième livre que je ne donne pas le titre nécessairement. Si je passe le test après ma conférence d'aujourd'hui, c'est ça, je vais avoir plus de courage de le publier. C'est un peu ça que je parle dans mon livre, mais je donne plus de détails, bien entendu. En haut, vous voyez SM Corp. C'est une entreprise de regroupement d'achats. C'est un regroupement d'achats, en réalité. Fait que, vous savez, je suis dans le domaine informatique. Fait qu'on a décidé de se regrouper pour avoir des meilleurs prix, avoir des meilleurs avantages membres et plein de services connexes. Alors, je suis propriétaire d'une entreprise avec d'autres amis qui sont dans le même domaine. Ensuite, complètement à droite, vous voyez Entrepreneur en cavale. Ça, c'est mon entreprise qu'aujourd'hui, je vais parler plus en détail. Vous savez, j'ai démarré cette entreprise-là le 1er avril 2020. Bon. En plein milieu de la première crise du COVID-19, le jour du poisson d'avril, puis dans un secteur d'activité événementielle, et on organise des expéditions et des voyages pour entrepreneurs.
Genre, ce secteur d'activité-là, là, il est complètement, mais complètement mort présentement au Québec, au Canada, puis probablement partout dans le monde. Mais quand même, OK, moi, je suis persévérant, OK, puis je pense que c'est dans l'adversité, puis quand il y a des enjeux, puis c'est le temps de foncer. Fait que c'est ça qu'on fait, moi et Amélie, OK, on est persévérant, puis on fait plein d'activités, on côtoie plein de monde pour aller chercher des conférenciers, puis on est super dynamique, super enthousiaste, puis je pense qu'on est contagieux, parce que Éric Giasson l'a dit tantôt, c'est pas facile, 40 de ces conférences ou de ces panels ont été cancellés. Ben, d'autres, on persiste, OK, puis on continue, puis c'est comme ça que tu vas avoir on va avoir du succès, puis j'en suis certain. Des bureaux où, ben, Rivière-du-Loup, bien sûr, c'est mon siège social, La Pocatière, Rimouski, Montmagny, très fort dans le Bas-Saint-Laurent, à l'est de Lévis. On a une forte présence aussi à Montréal, on a des clients un peu partout au Québec, plus ou moins 60 employés dans tout ce groupe-là. Fait que dans le fond, vous voyez un petit peu mes entreprises. Ensuite, qui est Hugo Dubé, on me voit en train de jouer au golf. Je ne sais pas si j'ai une belle swing, là. J'ai joué beaucoup au golf dans mon passé. Plusieurs fois. Je suis très mauvais. Bref, il fallait mettre une photo quand même sur mon PowerPoint. Je voulais mentionner aussi, c'est qu'environ en 2014-2015, on a comme inventé au bureau une petite technologie. C'est comme des sessions de travail que les gens peuvent utiliser séparément. C'est un combinage de partager des informations comme un OneDrive ou un Google Doc, là, ou tous ces services-là. Mais c'était vraiment en 2014-2015, il n'y avait absolument rien sur le marché. Les gens pouvaient être partout dans le monde pour utiliser ce type de service-là. Je ne veux pas rentrer en détail parce que c'est plus technique, là, mais on était vraiment les seuls à offrir des sessions de travail à distance, séparées, unitaires, à des prix très abordables. Puis, on a eu un succès monstre avec ça. On était les précurseurs dans l'info numérique pour ce secteur-là. Puis, j'ai eu des clients un peu partout dans le monde. L'avantage qu'on avait, c'est que nous, on était capable au Québec d'offrir un service anglophone, bien sûr, mais surtout un service francophone. Puis, on a percé beaucoup dans le domaine en France. On a percé en France. Puis, à l'époque, en 2014-2015, bien, plus qu'on était loin des serveurs. Parce que je ne l'ai pas dit, je vais faire une petite parenthèse. Quand j'ai commencé à héberger des sites web, j'ai acheté des serveurs. Mais tu sais, vu que je n'avais pas de bureau, puis tout ça, j'ai hébergé ça dans mon salon. Fait que j'avais une. Je sais pas, il y a des gens qui ont sûrement déjà vu ça dans l'auditoire. J'avais un rack avec des serveurs chez nous, ça dégageait la chaleur, ça amenait un vacarme. À un moment donné, ben, je n'ai pas eu le choix parce que j'avais besoin de plus de rapidité, puis j'avais besoin de plus de facilité de la climatiser, puis des racks plus structurés. On a déménagé ça à Montréal. Mais les Français, ben, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'ils connaissaient de la France, il y avait un peu de latence. C'est-à-dire que quand ils cliquaient sur les options, ça prenait quelques secondes, voire des fois même 10, 15, 20, 30 secondes avant que l'information soit transigée entre Montréal et la France. Fait que j'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'installe des serveurs en France. Puis ça a vraiment déboulé. J'ai eu des clients en Israël. J'ai toujours dû mettre des serveurs en Israël, des serveurs à Hong Kong aussi, parce que j'ai des gens qui avaient des usines là-bas. Fait qu'on a eu vraiment une flotte de serveurs partout international. Fait qu'on a eu vraiment beaucoup de fun. Puis moi, j'ai voyagé beaucoup à cette époque-là parce que c'est moi qui allais installer les équipements en France. J'ai un réseau d'amis là-bas incroyable. J'ai vraiment eu du plaisir à développer ça. Puis depuis quelques années, ben, j'avais un désir un peu de voyager toujours. Puis nous autres, on offre un service 24 heures sur 24. Ça faisait un peu, excusez-moi l'expression, chier les techniciens en dehors des heures. Puis fait que je voulais avoir un service 24 heures en dehors. Que les gens qui travaillent pour nous en dehors des heures ouvrables pour les techniciens, mais aussi faire avancer les mandats pendant qu'on est fermé. J'ai décidé d'ouvrir un bureau avec un ami très cher de justement en France, un Français, de décoller un bureau au Maroc. J'ai eu des Marocains comme techniciens informatiques, comme programmeurs pour nous aider. Puis c'était un peu ma façon à moi aussi de voyager, oui, mais de m'évader aussi. Il aurait fallu que j'aille une fois de temps en temps. Puis je me suis dit, peut-être les employés pourraient aller en vacances, aller faire des formations à nos Marocains. Fait que j'ai eu un beau bureau là-bas. Puis ça a monté là, facilement, notre chiffre d'affaires a monté facilement 45 % du chiffre d'affaires à l'international. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé en 2017-2018? Bien là, tout s'est démocratisé. Microsoft a commencé à offrir ce type de service-là. Amazon aussi. Il aurait fallu que j'investisse des millions et des millions. Fait que ce que je n'ai pas fait, puis je ne l'avais probablement pas non plus. Puis on a arrêté de se mettre à la fine pointe de la technologie, puis on a perdu un peu ce marché-là, mais ça a tellement été bon au Québec, la croissance au Québec et au Canada a tellement été bonne, fait que ça a compensé sans problème. Puis, je fais juste une petite parenthèse. Moi, j'étais jeune à cette époque-là encore. Ben, je suis encore jeune, mais j'étais jeune là-bas, je n'avais pas d'expérience, c'est ça que je voulais dire. On recevait des devises étrangères en US, en euros, puis là, moi, le monde me parle, okay, puis peut-être Éric me parlait tantôt, le fameux
Forex, le trancher des devises étrangères, c'est très, très lucratif. Mais moi, on faisait ça, nous autres, au bureau, OK? On tradait l'argent quand les taux de change étaient favorables pour avoir plus d'argent. Fait que c'est une belle... Jamais je voyais ça parce que je n'avais pas d'expérience nécessairement là-dedans. On me voit présentement en train de faire un discours. Moi, j'ai été impliqué très socialement. Beaucoup d'implications dans le domaine entrepreneurial. J'ai été impliqué à la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, plusieurs années dans le conseil d'administration, mais au moins 3-4 ans comme président. Ça m'a vraiment donné de la responsabilisation et un réseau de contacts intéressant. J'ai siégé sur le regroupement des Jeunes Chambres du Québec aussi. J'ai été aussi président par la suite de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. J'ai siégé sur la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et maintenant, je suis président de la Fondation de la santé de l'hôpital de Rivière-du-Loup, un domaine complètement différent. Ça me sort de ma zone de confort, mais j'adore ça. C'est vraiment quelque chose. Puis moi, quand j'étais président de la Chambre de commerce, je voulais craquer les gens. Fait que je ne peux pas en passer un. Puis avec la technologie, j'ai fait des tests, ça fonctionne mal avec Zoom. Là. Mais j'ai des vidéos sur ma page personnelle, hugodubé.ca, que je me montre pendant les discours. Puis je voulais vraiment craquer les gens et les motiver. Fait que je faisais des discours vraiment malades, là, avec de la musique, avec des vidéos vraiment là, pour nous craquer, pour être des meilleurs entrepreneurs. Puis ça donnait des beaux résultats. Puis je suis assez fier de moi. Fait que vous pouvez aller voir ça. Ici, on me voit encore en faisant un autre discours. J'étais un petit peu plus gras à cette époque-là, là, mais bref, on va la skipper assez rapidement. Mais dans le fond, j'ai participé aussi à j'étais comme là, j'étais le représentant du Québec dans l'activité Acadie Québec. Fait que j'étais le représentant du Québec. Puis la représentante du Nouveau-Brunswick, c'est la ministre de l'Économie. Fait que vous donnez un petit peu là, où je me suis rendu. Ça, c'est un peu mon parcours de vie. Rapidement, parce que dans le fond, ce n'est pas ça que je veux nécessairement vous parler aujourd'hui. Puis normalement, quand je suis en présentiel, parce que ce discours-là, je le fais depuis longtemps. Quand je suis en présentiel, souvent, je dis au monde, est-ce que c'est inspirant? La majorité du monde dit, ah oui, c'est motivant, puis tout ça. Bon, c'était pas comme Éric Gaston, mais tout le monde trouve que c'est inspirant. Bien, c'est un peu ça, genre, le sous-titre que Amélie a mis. C'est ma version un peu fake. C'est ma version que c'est pas de même qui s'est passé ma vie. T'sais. Oui, les accomplissements que j'ai faits, c'est ça, mais c'est passé des échecs de l'apprentissage. Il s'est passé beaucoup de choses. Puis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis je vais être franc avec vous. Éric Gasson est très solide en parlant de son parcours de vie, très vulnérable. Moi, c'est ma deuxième fois que je le fais. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus décousu. C'est dur d'être vulnérable. Hein? C'est pas facile de dire qu'on a eu des échecs et tout ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que soyez un petit peu indulgents, mais je suis convaincu que vous allez apprendre des choses quand même sur moi. Alors, premièrement, je m'appelle Hugo Dubé, j'ai 40 ans, ma fête c'est le 12 août. Vous pouvez le prendre en note si vous voulez m'acheter un cadeau de fête. J'aime beaucoup le rouge, mais je préfère le bleu. Fait que, en tout cas, je suis ouvert à tout. Vous voyez à droite, à gauche, plutôt, mes deux enfants, Elliot et Jacob. Jacob, c'est le plus petit en arrière. Il a l'air très mal commode d'ailleurs. Vous allez dire, la pomme n'a sûrement pas tombé en bas de l'arbre, là, mais l'arbre, c'était probablement sa mère. Non, bref, on est deux malcommodes, fait que ça fait des enfants malcommodes, mais j'aime bien ça. Ça me prend ça, moi, personnellement, pour pouvoir avoir une belle relation avec eux autres. Moi, je suis séparé, dans le fond, de la mère des enfants. Dans ma version fake, je disais tout le temps qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Là, avec ma version authentique, je pense que je travaillais trop, je ne prenais peut-être pas soin d'elle. Bref, je pense que moi-même, je me serais laissé si j'étais à sa place. Fait que, bref, je suis séparé avec elle. Puis, une semaine sur deux, je suis père de famille. Puis l'autre semaine, je suis, qu'est-ce qu'on pourrait dire ça? Je me catégorise comme un adolescent. J'aime bien ça. Fait que je peux faire un peu plus que ce que je veux. Puis mon petit garçon, Jacob, lui, les gens, mes deux garçons, ce qu'ils préfèrent le plus présentement, c'est venir chiller au bureau. T'sais, ils viennent ici avec leur laptop. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. D'après moi, ils se font des scénarios de business, là, mais ils aiment vraiment ça venir au bureau. Puis c'est ça leur rêve. T'sais, quand je leur demande c'est quoi leur rêve, les autres, ils veulent être entrepreneurs. Mais ils disent pas entrepreneurs. Ils disent je veux être capitaine comme toi. Et je trouve ça vraiment beau. Puis j'essaie de les encourager là-dedans. Puis les autres, ils jouent beaucoup avec du Minecraft. Les fameux jeux vidéo Minecraft sont à côté là-dessus. Puis moi, je ne comprends rien là-dedans. T'sais, nous autres, les jeux vidéo, là, sur la manette, il y avait deux boutons. Là. Il y avait A et B. Puis là, à cette heure, là, je ne suis pas la game. Là, il y a quasiment 25 boutons, toutes les lettres de l'alphabet, puis tout ça. Puis, bref, ils commencent à faire des petits projets. Ils ont des serveurs Minecraft, OK? Puis, ils invitent des gens partout dans le monde à venir sur leurs serveurs. Puis, je les ai encouragés beaucoup en achetant des serveurs, mais aussi des sites web pour qu'ils puissent vendre des plugins. Je ne connais rien dedans dans Minecraft, là, mais là, puis, je pense qu'ils font un peu d'argent. Là. Mon plus vieux s'est acheté un bicycle, là, puis je l'ai reçu, puis j'ai dit, waouh, c'est lui qui l'a payé, puis waouh, c'est quelque chose. Je pense qu'ils font beaucoup d'argent, puis vu que j'ai investi là-dedans, il faudrait que je voie le compte PayPal. Là, probablement
probablement qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Si je veux me rembourser, hein, c'est un entrepreneur. Non, je blague. Je veux parler aussi plus de moi, OK? J'ai parlé un peu de mes enfants, je vais parler un peu plus de moi. Bon, tu sais, ma vie commence à l'âge de, elle commence à l'âge de 0, mais je peux en parler à l'âge de 2 ans. Vous allez me dire, ben, probablement que, tu sais, Hugo, à l'âge de 2 ans, tu n'étais pas assez conscient pour nous en parler. Mais c'est pas vrai. T'sais, quand tu travailles, vous allez voir plus tard, quand tu travailles avec une psychologue depuis quelques années, voire un an intensif, ben, c'est sûr et certain qu'on se rend là. T'sais. Puis, le thème, puis je l'ai écrit dans mon livre, je l'appelle la bouloire. Okay? Ça fait qu'à 2 ans, ben, moi, je vous ai dit que j'étais élevé dans l'amour. Okay? Ma mère, au début, elle ne travaillait pas, elle m'élevait, puis elle m'élevait dans l'amour. Moi, j'avais le centre de l'attention. D'un, j'étais adorable comme mon plus jeune, okay? Fait que c'est sûr, j'avais l'attention. Puis, non, je blague. Puis, c'est sûr que ma mère, elle était beaucoup là pour moi. Puis, une journée, il y a des gens qui viennent chez nous, des matantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sûrement un sujet super sérieux. Ma mère, elle ne me donnait pas d'attention. Et ma tante non plus. C'était la première fois que ça arrivait. Ça faisait mal. J'avais une sensation que je n'avais jamais connue. Je pleurais, je criais, je brassais. Jamais j'avais l'attention. Jamais, jamais, jamais. Puis je ne comprenais pas. Puis ça me faisait mal. Qu'est-ce que Hugo peut faire pour avoir l'attention de tout ce monde-là? J'ai vu un petit fil dépasser. Là, vous savez où je vais en venir. J'ai vu un petit fil dépasser qui était branché sûrement dans une prise de courant. Puis il y avait un peu de boucan qui sortait. Fait que je dis, ah, ça, c'est une bonne idée, c'est un bon plan. Je suis arrivé là-dessus, puis j'ai tiré là-dessus comme un con, je peux dire comme un con. Puis là, la bouilloire est tombée sur moi, ça m'a ébouillanté, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai fait tous les temps. Ma mère est venue vers moi, elle m'a donné de l'attention cette fois-ci, toutes mes tantes aussi. J'étais allé à l'hôpital, mon père a sûrement pris congé, il est venu, puis là, j'ai eu l'attention de tout le monde. Là, j'ai compris quelque chose qui a bouleversé ma vie, qui a eu un impact pour tout le reste jusqu'à cette année. C'est que si je voulais avoir l'attention des gens, si je voulais être reconnu, il fallait que je fasse des choses grandioses. Mais surtout, il fallait que je souffre. C'est important. Fait que ça suit pour le reste de ma vie. Ensuite, on poursuit mon enfance. Ben là, vous voyez une photo avec un troupeau, avec un mouton noir. Fait que moi, dans ma famille, j'étais probablement un mouton noir. J'étais différent. Je suis un entrepreneur maintenant. Fait que c'est sûr que pour moi, j'interagissais différemment. Mon frère non plus n'est pas entrepreneur. Fait que j'ai vu dès ma tendre enfance que j'étais différent. Au primaire, ben là, le gars qui dit je veux changer le monde, c'est sûr, ça fait un petit peu weirdo. Hein? En plus, ma mère m'habillait avec des jogging. Là, je blague, c'est pas nécessairement vrai, mais c'était pas top, OK? Puis là, c'est drôle parce que tantôt, je me préparais pour ma conférence, j'ai un coton ouetté, j'ai un jogging. Je dis ça à ma conférence, puis j'ai un jogging. Genre, c'est vraiment le karma qui me punit aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis rendu compte que j'étais différent aussi à l'école. Tu sais, je pensais pas comme tout le monde. J'étais un mouton noir, je veux changer le monde. Les gens riaient un petit peu de moi. Fait que j'étais un peu, pas abandonné, mais j'étais un peu rejet au primaire. Mais on dirait que je m'en foutais. Tu sais. Je pensais pas que ça m'avait affecté nécessairement. Mais plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment beaucoup affecté. Moi, je pense que mon bug d'humain, puis on est tous venus sur Terre pour régler quelque chose, puis je pense que mon bug d'humain, c'était l'abandon puis le rejet. Puis bon, j'ai été clairement rejeté au primaire. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai refermé mon cœur. Pour me protéger, j'ai fermé mon cœur. Puis qu'est-ce que j'ai fait pour après ça? Ben, au secondaire, quand j'étais au primaire, je voyais le secondaire. Nous autres, c'est une école différente, beaucoup plus grosse. Fait que je savais qu'il y allait y avoir des gens différents. Et je me suis dit, waouh, c'est le temps de changer puis rentrer dans le moule pour être comme tout le monde, pour être aimé puis être reconnu. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je me souviens très bien quand j'étais au primaire, avant de passer, je me suis visualisé un personnage. Vous voyez ma photo, là, un personnage de théâtre. Je me suis visualisé un personnage, puis qui est au-dessus de ses affaires, qui a un peu d'argent, probablement entrepreneur, qui coule avec les filles, OK? Puis, bref, je suis devenu ce gars-là. Puis je suis rentré au secondaire avec ça. J'ai créé un personnage, puis j'ai porté un masque. Puis, au secondaire, ben, je voulais rentrer dans le moule. Mais quand on veut, c'est la même chose qu'Éric Jasson. Quand on va au secondaire, ben, on va être reconnu, on va être bon. Puis moi, j'étais bon dans les sports. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'être le meilleur dans les sports. Moi, c'était le judo, OK? Puis à l'éducation physique, quand j'étais choisi en premier parce que dans le fond, j'étais bon dans les sports. Et j'étais reconnu comme un athlète, OK, de performance, OK? Puis j'ai eu de la reconnaissance énormément. Au cégep, ben, je veux dire, quand on arrive au cégep, ceux qui continuent dans les disciplines, c'est les meilleurs. Fait que je me suis rendu compte que je n'étais pas le meilleur. Fait que moi, j'ai lâché ça, puis je dis, qu'est-ce que je pourrais être dans le meilleur? Puis là, c'est dans le party. Fait que, au cégep, quand tu vas avoir du plaisir, OK, virer une brosse, OK, c'était avec Hugo Dubé, j'étais le meilleur dans le party. Puis, j'étais encore bon encore un peu aujourd'hui, là, mais je suis plus sage.
Puis, à l'âge adulte, ben, quand on a commencé à aller sur le marché du travail, ben, là, mes amis, ils ne voulaient pas se tuer la gueule à tous les jours. Fait que dans le fond, j'ai dit, ben, il faut que je trouve quelque chose où je vais être le meilleur. Mais ça a été pour moi l'entrepreneuriat. Je suis devenu le meilleur dans l'entrepreneuriat. Puis là, je me dis meilleur avec une bémol. Là. Je suis devenu le meilleur dans l'entrepreneuriat. Puis vous allez voir tantôt, OK, j'ai eu un crash, puis j'ai commencé à plus l'être à m'amener le meilleur dans l'entrepreneuriat. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'impliquer dans des implications sociales. Je suis devenu le meilleur dans l'implication sociale. Si vous connaissez un peu mon parcours, je pourrais rentrer en détail tantôt. Mais moi, à la Chambre de commerce, OK, je défendais les droits et les intérêts des entrepreneurs, puis je le faisais, puis j'étais bon. Puis je voulais être le meilleur dans l'implication. Puis je suis devenu le meilleur. Puis là, vous allez voir tantôt, mais après mon crash, OK, ben, j'étais en train de, comme Eric, devenir le meilleur dans la spiritualité. Sauf que vous allez voir, j'ai mis une pause à ça, puis j'ai cheminé là-dessus. Je mets la photo du White Café. Puis en 2016-2017, OK, je savais que j'étais dans le champ. J'avais une petite voix qui me disait Hugo, c'est pas ça que tu veux, OK, tu te cloches vraiment, tu as trop besoin de reconnaissance. J'ai commencé à lire des livres de croissance personnelle. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je me souviens très bien, en 2016, en Noël, le jour de l'an, j'étais à Cuba avec ma conjointe de l'époque. Puis j'ai lu ce livre-là, puis j'ai vu des belles théories que je voulais appliquer. Et j'ai commencé à me tracer un nouveau chemin de vie. Puis c'est probablement le chemin que j'ai présentement. Mais ça n'a pas été comme ça. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je voulais prendre plus de temps pour moi, être plus heureux, moins travailler, déléguer plus. Puis j'ai commencé en 2017 à commencer le début de l'année comme ça, jusqu'à l'été 2017. Puis je suis parti en camping l'été pendant un mois tout seul, OK, pour profiter de la vie, avoir du plaisir. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis là, j'ai planifié en 2018 partir un mois au Mexique. Puis, tu sais, plein de voyages comme ça pour me ressourcer. Sauf qu'en 2017, quand je suis revenu au bureau après mon ressourcement, tout a commencé à, excusez-moi, à chier. Tout a dégringolé dans ma vie. C'est comme si la vie me disait, Hugo, es-tu certain que c'est ça que tu veux? T'es-tu sûr que c'est ta destination que tu vas avoir? Puis moi, que j'ai fait, là, puis je ne suis pas fier de moi, j'ai mis en pause, OK, mon chemin que je venais de me tracer pour me prendre un autre petit chemin. Puis je suis retombé dans les opérations du bureau parce que j'ai eu des gens qui ont eu des burn-out au bureau. Il a fallu que je revienne. Vous savez qu'on a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors, il a fallu que je me réimplique beaucoup, beaucoup. Vu qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, il y a des employés qui sont partis chez des compétiteurs, on a perdu des clients, notre service n'était pas à la hauteur de ce que je voulais offrir. Il y a des gens qui m'appelaient à côté pour me plaindre. Okay? Quand tu es dans l'ego, la pire affaire, c'est quelqu'un qui te dit t'es pas beau, t'es pas bon, t'es pas fin. C'est sûr, c'est la pire affaire. Puis en plus de gens que tu aimes, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Puis après ça, ben, tout a dégringolé, comme je l'ai dit. On a déménagé, on a changé de local, on a pris des bureaux. Moi, pour plaire aux gens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris les plus beaux bureaux en ville. J'ai investi énormément beaucoup d'argent. Ça a été extrêmement difficile sur le cash flow. On a eu des mois d'enfer au bureau. Puis moi, j'ai commencé à capoter. Puis mon leadership a commencé à changer. J'ai commencé genre à être beaucoup dans l'ego au niveau de mon leadership. Mes directeurs ont commencé aussi à être dans ce mode-là parce que c'est normal. Je les piquais, fait que les autres, pour se protéger, ils se sont allés là aussi. Puis j'ai commencé à tous les gens que j'aimais autour de moi, j'ai commencé à les faire basculer vers le bas. C'est important de le mentionner. Puis là, vous voyez, j'ai une slide du NyQuil, je vais en parler dans quelques minutes. Et tout a commencé à chambouler, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait pour moi. Le gars qui avait du succès, que tout ce que je faisais fonctionnait, en 2018, il n'y a plus rien. Tout ce que je faisais, là, c'était des échecs par-dessus échecs. C'était le chaos. Juste un petit peu avant, je me suis séparé de ma blonde qui ça faisait 6 ans. Fait que ça a été difficile. J'ai reconnu une autre personne, puis je vais en parler tout à l'heure. Mais ça fait popper toutes ces histoires-là, ça fait popper tout le mal, le démon en moi. Puis jusqu'à temps que j'ai décidé, j'ai mon coach d'affaires de l'époque qui a décidé de me prendre puis aller en bateau, faire un tour de bateau dans le golfe du Saint-Laurent. Lui, il est parqué. Il est à la marina de Gaspé. Puis il dit Go, viens, ça va te faire du bien, on va partir en bateau. Puis, ça, j'ai fait. Moi, je pensais que ça allait être un voyage super intéressant. Puis, tu sais, Danny, il était avec un de ses amis à lui. Puis, sauf que quand on est parti, on a fait des manœuvres de navigation, mais plus tard, on a mis l'ancre dans une baie. Puis, on a couché là, mais avant, on a mangé. Puis, ils ont commencé à me parler. Les autres savaient comment j'étais, tu sais, ils savaient. Puis, ils ont commencé à me dire mes 4 vérités. Puis moi, j'étais dans le déni, j'étais dans l'ego, j'étais dans le déni. Fait que je ne voulais pas aller là. T'sais. Mais je ne pouvais pas m'enfuir parce que j'étais dans l'océan. Je ne pouvais pas m'enfuir. Sinon, je serais parti, je vous jure, je serais parti. Puis j'arrêtais insulté. J'étais insulté, j'étais fâché. J'ai laissé aller, puis ils m'ont rentré dedans.
Mais ils m'ont parlé d'amour. Je vais en parle tantôt, tout à l'heure, d'amour. Là. Mais ils m'ont rentré dedans. Puis en sortant du bateau, après 2 jours, ils ont tué le désir de travailler. Fait que j'étais en crise existentielle, j'étais en requestionnement professionnel. Puis quelques semaines plus tard, ma blonde, ça ne fonctionne plus, on se laisse. Puis c'était peut-être la dernière chose qui me retenait à mon ancienne réalité. J'ai touché le fond, puis je ne savais plus qui j'étais. J'étais éteint. Puis quand je dis que j'étais éteint, là, c'est simple, c'est que j'étais tout seul, j'avais plus personne à impressionner, j'avais plus le goût d'aller au bureau, j'avais des réactions physiques. Quand j'allais au bureau, j'avais mal au cœur, je savais plus qui j'étais. Puis tout le monde, tous mes amis, mes amis, j'étais fake, fait que mes amis étaient fake. Fait que tout le monde ne voulait pas nécessairement, personne ne voulait me voir, à part 2, 3 amis. Puis, tu sais, Éric Jasson, il a dit quelqu'un qui lui a dit que, tu sais, quand je ne file pas, je pense à toi, là. Mais moi, je n'ai eu un gars de même aussi, tu sais. Il m'a dit, Hugo, j'aime ça être avec toi, parce que quand je suis avec toi, je me sens moins misérable. Puis, j'étais probablement tellement misérable, que j'ai dit merci. Parce que, dans le fond, c'était la première fois que quelqu'un me disait une qualité. Je pensais que c'était une qualité. Mais aujourd'hui, je dis que je devais être une locumène pour qu'il me dise ça. Bref, octobre passe. Moi, j'étais incapable de dormir. Et un des amis me dit, Hugo, prends du NyQuil. Parce que je ne voulais pas aller chez le docteur pour prendre des pilules. Là, se reconnaître qu'on a fait un burn-out, on est fatigué, c'est en dehors de moi. Fait que prends du NyQuil. Fait que moi, pendant le mois d'octobre, début novembre, je prenais du NyQuil pour dormir. Puis du NyQuil, ce que ça fait, c'est que bon, tu dors très bien au début, c'est immédiatement. Mais sauf que t'en manques. Après 2, 3 heures du matin, tu te réveilles, puis c'est encore pire. Puis vraiment pire. Fait que je prenais 2, 3 gorgées par jour pour pouvoir dormir. Puis au final, je prenais une pinte, c'est la grosse, là. Je prenais une pinte par 2 jours, puis je la buvais au boulot. Le petit cap là, que vous voyez en haut, là, moi, c'était pas assez. Là, je buvais ça au boulot. Puis ça m'a fait du bien. Je pouvais dormir, mais je pensais que ça me faisait du bien. T'sais. Puis mes mêmes amis me disaient, genre, mes vrais amis qui ont resté, ils disaient, Hugo, occupe-toi de toi. Fais qu'est-ce que t'aimes. Puis là, j'ai dit, ben, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Je n'avais aucune foutre idée, OK? J'ai toujours vécu dans la reconnaissance des gens. J'ai toujours voulu faire plaisir aux gens, même avec mes blondes, OK? C'était ce pattern-là. Fait que quand j'étais tout seul, OK? Puis moi, ma vie, c'était le travail, puis ma blonde, tu sais. Fait que j'avais rien d'autre. Alors, je ne savais pas quoi faire pour m'occuper de moi. Mon ami dit, prends un bain. Là, oui, j'allais prendre un bain. Tu sais, moi, je suivais les recommandations de tout le monde. Je vais prendre un bain. Puis là, je pleurais dans le bain à chaudes larmes parce que j'avais personne à qui impressionner. Tu sais, dans ton bain, tu ne prends pas une photo. En tout cas, moi, en tout cas, il y a peut-être tout le monde, des fois, c'est douteux, là, mais moi, je ne prends pas une photo de moi dans mon bain. Puis j'avais personne à qui texter pour dire, hey, chose, je prends mon bain. Fait que ça a été souffrant. Mon ego n'était pas nourri. Puis j'ai eu vraiment, 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 vraiment mal. Puis tu sais, Éric Jasson l'a mentionné. Moi, lui a tout perdu. Il a tout perdu. Moi, j'ai souffert, mais j'ai souffert de l'abondance. J'ai été quand même chanceux, mais on dit souvent qu'est-ce que l'être humain n'apprend pas par la sagesse, il l'apprend en souffrant. C'est ça qui est arrivé. Mon père, à chaque fois que j'allais chez mes parents, je me pognais toujours avec eux autres, parce que les autres, ils essaient de m'aider. Moi, je voulais juste parler, je voulais juste être écouté. Puis mes parents essaient de m'aider, puis je me pognais avec eux autres. Mon père réussit à me trouver un rendez-vous chez le médecin. J'y vais, c'est clair. J'ai un diagnostic de burn-out. Il me donne des pilules. J'en prends pendant 4 jours. Sauf que moi, je ne voulais pas prendre de pilules, parce que, tu sais, genre, j'ai plein de monde autour de moi qui en prennent des pilules, tu sais, puis ils ne changent pas. Ils ne font pas de changement dans leur vie. Mais moi, je voulais changer. J'avais un désir de changement. J'ai pris des pilules pendant 4 jours pour me craquer. Pour pouvoir dormir, pour flusher le NyQuil. Puis après ça, vu que ça ne faisait pas des années non plus que je ne dormais pas, après 4 jours, ça a été bon. Puis là, j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. Des changements assez majeurs. Puis tu sais, j'ai commencé à rencontrer tous les spécialistes imaginables, oui, le médecin, la psychologue, j'étais allé voir des médiums, OK? Puis j'étais rendu là, aller voir des chamans, OK? Du monde qui fait du voodoo. Puis si j'avais continué comme ça, c'est sûr, OK, j'aurais sacrifié un poulet vivant. Là. Puis je dis vivant parce que probablement qu'une dinde chez IGA, là, ça ne fait pas le même effet. Mais bref, j'étais rendu là. Puis comme Éric Giasson, ben, je m'en venais avec une toge orange, OK, à prier dans un moine bouddhiste. Mais j'ai arrêté là, j'étais chanceux. Puis je suis parti à Istanbul en 2020, en début 2020, avant le COVID. Puis pour une quête spirituelle. Puis moi aussi, comme Éric Giasson, j'étais en train de m'auto-saboter parce que je voulais tout vendre mes entreprises. J'étais rendu dans l'ego spirituel. Puis jusqu'à temps que, dans le fond, je me rends compte que j'étais dans le champ. Et je me suis déconstruit. J'ai mis du bon en moi. J'ai changé. Je vais vous parler un peu tantôt de mes outils. Puis je suis devenu le Hugo que je suis maintenant. On voit un petit peu une slide ici. Si on regarde un peu, je ne sais pas si vous avez vu tantôt,
j'ai une belle photo en 2013, là, mais tu sais, je ne souriais pas. Hein, tu sais, tout le monde me disait, go, tu ne souris pas. Tu as de la misère à sourire. Mais effectivement, il fallait que je me force pour sourire. Puis là, c'est une photo qu'on a faite avec Amélie pour un défi d'un de mes amis, Yann Lajoie. Puis là-dessus, j'ai souri naturellement en tout cas, je pense, là, si vous me dites que c'est pas ça, mais je pense qu'un beau sourire. Je pense que c'est le plus beau sourire sincère que j'ai fait de ma vie, c'est récemment, parce que dans le fond, je suis rendu moi. Puis on voit aussi Hugo en parachute de ce côté-là. Je veux parler un peu de mes outils que j'ai développés au fil du temps pour me permettre de m'en sortir. Puis, c'est important de vous le mentionner. C'est un peu comme Éric Géasson, mais c'est différent. Moi, je suis un gars qui aime mettre de l'humour, puis imaginer ça de façon différente. Fait que je pense que les deux formations, les deux conférences vont faire vraiment, vraiment du bien. Moi, j'appelle votre chemin. Parce que moi, je ne savais clairement pas qui j'étais, je ne savais clairement pas où j'allais. C'était important. La première chose que j'ai faite, c'est qu'il a fallu savoir ça pour moi. Puis moi, je compare ça, si vous voulez vraiment comprendre, c'est que je compare ça avec La Reine des Neiges. Ça, c'est un film. Moi, j'ai 2 garçons, c'est pas in d'écouter ça, mais j'ai eu une fréquentation dans le mois de décembre, puis elle avait une petite fille, la fille, puis elle m'a fait écouter La Reine des Neiges, puis j'ai pris le temps de le regarder. Puis en écoutant ça, j'ai compris le but de la vie. Puis j'ai écrit un blog là-dessus, justement, vous pouvez aller voir sur mon site web. Puis pour faire une histoire courte, parce qu'habituellement, quand je suis en présentiel, je demande aux gens qui me décrivent un peu l'histoire. C'est simple, c'est que la petite fille qui est là, la reine, c'est une princesse au début, elle s'amuse beaucoup avec sa sœur. Puis elle est capable de générer de la glace avec ses mains. Il s'amusait beaucoup, il avait du plaisir, il était vraiment heureux, jusqu'à temps que sans faire exprès, elle a blessé. Puis elle a manqué mourir. Mais ses parents, après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis des gants pour empêcher la petite fille d'utiliser ses dons. Puis elle a commencé à être malheureuse. Puis après ça, elle a commencé à faire du mal. Jusqu'à temps que sa sœur, elle vienne la chercher. Puis dans l'amour, elle convainc sa sœur de revenir, d'utiliser ses dons, mais pour faire le bien. Puis c'est ça le but de la vie, c'est utiliser nos dons pour faire le bien, pour aider les gens. Puis ça, trouver le don, c'est simple. Moi, j'appelle ça le mix. Le mix, c'est quoi? C'est que chaque personne est différente, ça vous le savez. Vous êtes la seule ou le seul à avoir les qualités, les défauts, le physique que vous avez. C'est important de le trouver, de le savoir c'est quoi. Puis après ça, dans le fond, comme j'ai dit, aider les gens avec. Souvent, je demande aux gens en présentiel, c'est quoi votre mix? C'est quoi? Qui vous êtes? Comme Éric l'a mentionné. Puis les gens mentionnent la même chose. Je suis vétérinaire, je suis père de 2 enfants, mais c'est pas qu'est-ce que vous êtes, ça. Puis les gens ont de la grosse difficulté à mentionner ça, ils ont peur, ils se sentent imposteurs. Puis moi, je vais vous aider. Moi, c'est quoi mon mix? Bien, je suis un leader, je suis un rassembleur, je suis une personne influente qui inspire les gens, je suis une personne créative, intense, passionnée, je suis une personne qui est avant-gardiste, qui aime sortir de sa zone de confort, qui aime aider les gens, une personne persévérante, qui aime le plaisir, qui aime le bonheur. Puis je pourrais en nommer pendant encore genre 2 minutes. Puis quand je dis ça, souvent les gens disent hey, go, voyons donc, il y en a ben trop. Arrêtez. C'est normal qu'il y en a trop, c'est vous, puis soyez fiers de ce que vous êtes. C'est vous, c'est merveilleux, puis c'est beau. Puis souvent, dans mes conférences, il y a souvent une petite madame. Je dis une petite madame parce que les gars, on ne va pas là. Hein. C'est rare que les gars, on est vulnérables puis on se rend là. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Il y a toujours une petite madame qui est de cœur, qui lève la main, qui dit tout le temps hey Hugo, comment on fait pour savoir si on est sur notre chemin? Mais je dis tout le temps, si tu poses la question, c'est que tu ne l'es pas. Puis souvent, on va parler de peur tantôt, bien souvent, c'est qu'on le sait à l'intérieur de nous qu'on ne l'est pas. On le sait qui on est. On sait qu'est-ce qu'on n'est pas. Et le problème, c'est qu'on a peur. Si on fait des changements, on le sait que ça va bouleverser notre vie, puis on va bouleverser la vie de tout le monde autour de nous. Je veux qu'on parle de notre enfant intérieur. Je pense sérieusement, j'en suis convaincu, qu'avant de rentrer au secondaire, c'est-à-dire de 11 ans en descendant, c'est qu'on est vrai. On n'a pas rentré dans le moule, on n'a pas réussi à se faire programmer, on n'a pas réussi à devenir un automate de la société, puis on sait vraiment ce qu'on veut. Puis moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est le secondaire qui m'a fait rentrer dans le moule. Puis j'ai pris le temps pour tester ma théorie. J'ai demandé cet été à plusieurs petits garçons, petites filles de 10 ans et moins, c'était quoi leur rêve. Puis ils m'ont sorti des choses là, vraiment touchantes, OK? Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis après, j'ai constaté en posant la question à leurs parents, c'est quoi le rêve de vos enfants? Puis à tout coup, là, les parents ne le savaient même pas. Personne ne savait c'était quoi le rêve de leur enfant. C'est épouvantable. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai mis en relation, puis j'ai dit, ben, tu sais-tu que genre, je sais pas, telle personne, qui est ton garçon, son rêve, c'est être maître chien policier. Puis là, je voyais la réaction dans le visage du parent, que c'était
c'était comme pas hot être maître chien policier. Pourtant, c'est travailler à la Sûreté du Québec, c'est des bons salaires, mais c'était pas la représentation qu'ils avaient de leur enfant. On lance quoi comme message aux petits garçons? Puis j'ai une amie qui chante très, très bien, puis super gênée. Puis je jasais avec elle, je dis pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube ou des choses comme ça sur Facebook? Elle dit ben moi quand j'étais jeune, je chantais, puis ma mère a dit que je chantais comme un pied, puis j'ai arrêté de chanter. Il faut faire attention. Puis l'impact de nos paroles. Encourager, même si votre fils dit je veux être astronaute, OK? Qui dit dans 20 ans, dans 30 ans, OK, on n'aura pas. On ne pourra pas aller sur la Lune ou sur Mars facilement puis démocratiser ça. On voit ça avec Elon Musk, avec SpaceX. Il n'y a aucun rêve farfelu. Puis si vous voulez vous souvenir c'était quoi votre chemin, puis c'est quoi votre but de la vie, essayez de vous souvenir c'était quoi votre rêve quand vous avez 10 ans. Interrogez vos parents, interrogez vos amis, peu importe vos frères et sœurs. Souvent, vous allez sortir des choses vraiment merveilleuses de tout ça. Je poursuis. Mais le but de la vie, là, OK, c'est simple. C'est pas être riche, hein, le but de la vie. C'est pas non plus genre d'avoir plein de choses. C'est pas non plus rentrer dans le moule, le but de la vie. C'est d'être heureux. Puis, il faut se rappeler qui qu'on est. C'est ça le but de la vie. Puis, je vais aller même plus loin, c'est être sa propre source de bonheur et d'amour. On va en parler d'amour dans quelques minutes. C'est ça le but de la vie. Puis, souvent, la société a dit l'inverse. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. L'amour, c'est beau l'amour. J'ai dit sur le bateau, on a parlé d'amour. Je me suis rendu compte qu'en jasant avec mon coach d'affaires et son ami, que je n'aimais pas les gens. Je n'aimais pas les gens, puis je ne m'aimais pas encore moins. Je n'avais pas d'estime de moi, puis je ne m'aimais pas. C'est dur de se faire dire ça quand on est dans l'ego. Comme je disais tantôt, on doit être notre propre source de bonheur et d'amour, mais on a appris le contraire. C'est ça, comme Éric le mentionnait tantôt, on a appris le contraire. Tu sais, la société, nos parents, qui est le modèle. Je parlais de ma petite vie parfaite avec mes parents, ils sont encore ensemble, la maison, le chien, on fait du camping l'été, la petite vie parfaite. Nos parents, la société nous dit qu'un couple, l'amour, c'est quoi? C'est faut avoir une blonde, il faut avoir un chum, il faut s'oublier. C'est souvent, j'ai une amie qui dit dans un couple, il y a le je, il y a le tu, il y a le nous. Il faut laisser la place, faut laisser la place à notre je, laisser la place au-dessus à l'autre personne, puis aussi avoir une place où on se regroupe. Mais souvent, la société, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a juste le nous qui existe, la fusion entre les deux, mais le je et le tu n'existe pas. C'est ça que la société dit. C'est là qu'on s'oublie, c'est là que dans le fond qu'on se perd dans tout ça. Puis si je vais même plus loin, c'est après ça, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, il faut avoir des REER, mais c'est-tu vraiment nous autres? Peut-être c'est votre représentation de la vie parfaite, puis je ne juge pas ça, mais est-ce que c'est le vôtre? On ne le sait pas. On ne le sait pas, il faut vous poser la question. Puis je dis souvent, parce que les gens me disent « Ah, ma priorité, c'est mes enfants, ça me donne tellement d'amour, OK, puis ça me nourrit tellement. » Oui, mais souvent, c'est de la foutaise, OK? Parce que ce qui arrive, là, c'est que tu te lèves le matin, t'es réveillé, t'es fait déjeuner, t'es préparé pour l'école, tu fais le lunch, tu vas les conduire à l'école, après ça, tu vas travailler, souvent dans une job que tu n'aimes pas. Après ça, tu reviens, tu vas chez les enfants, t'es fait à manger, tu donnes leur bain, leur devoir, t'es couches, là, il est rendu 9 heures, puis dans le fond, t'es fatigué, puis ce que tu fais, ben, tu t'assois sur le divan, puis tu fais rien. C'est ça qui arrive souvent. Tu n'as plus d'énergie pour te donner de l'amour et te donner du bonheur. Et qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te nourris avec des choses externes, exemple, tes enfants. Puis moi, je pense que si vous donnez des miettes d'amour là-dedans, vous ne vous rendez pas compte, mais vous donnez des miettes. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Des fois, les gens pensent que c'est être égoïste. Mais moi, je dis qu'il faut tellement se donner du bonheur, tellement d'amour, OK, qu'on va tellement déborder d'amour qu'on va vouloir le goût de partager. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont le voir naturellement. T'sais. On va rayonner, on va briller, puis c'est comme ça qu'on aide les gens. Les gens vont vouloir être comme nous autres, OK, puis on va être contagieux. Puis je vous le dis, c'est beaucoup plus OK, nourrissant, OK, faire un beau sourire à son enfant, OK, parce que dans le fond, on est heureux pour on a de l'amour, que dans le fond, faire une toast au croton. Fait que je vous le dis, essayez-le. Puis, je parle d'amour inconditionnel. Éric en a parlé aussi. Je trouve ça vraiment le fun qu'on croise des sujets. Tu sais, souvent, les gens disent « moi, j'aime mes enfants inconditionnellement, blablabla. » C'est comme Éric l'a dit, c'est de la foutaise aussi. On a été conditionnés à aimer nos enfants, conditionnés à aimer nos enfants conditionnellement. C'est vrai, tu sais, on est l'enfant, nos parents vont nous aimer si on fait ci, si on fait ça, si on a une bonne job. Tu sais, on est conditionnés. Puis, on est conditionnés à l'école aussi. Le professeur va nous aimer si, par exemple, on a des bonnes notes, si on fait ci, si on est sage. Après ça, genre, la blonde va nous aimer, le chum va nous aimer si on fait ci, on fait ça. Après ça, la société, on va être un bon citoyen si on fait ci, si on fait ça, si on ne critique pas le gouvernement.
Puis c'est pour ça que les religions aussi, les religions, puis je ne dis pas que je suis croyant au niveau des religions, mais ils ont créé des dieux vengeurs. Tu sais, Dieu, là, okay, si tu fais des péchés, tu vas aller en enfer, tu vas aller dans le purgatoire, un Dieu vengeur. Même Dieu, okay, dans les religions, il ne nous aime même pas inconditionnellement. Puis le pire là-dedans, c'est que nous-mêmes, okay, on ne s'aime même pas inconditionnellement. On s'aime uniquement si on est beau, on n'est pas trop, on ne perd pas trop de cheveux, on a une bonne job, on a eu la promotion, on a ci, on a ça. On ne s'aime même pas inconditionnellement. Et comment vous voulez, okay, au quotidien, comment vous voulez qu'on règle les conflits mondiaux si on n'est même pas capable, okay, de s'aimer soi-même? Là, je vois plein de monde qui critique le COVID. Là. Ça ne se réglera jamais tant qu'on ne s'aime pas soi-même et on n'aime pas les autres. C'est sûr, c'est la base. Fait que, dans le fond, aimez-vous inconditionnellement, puis vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements qui vont se passer dans votre vie. Les obstacles. Bon, c'est quoi les obstacles qui nous empêchent d'être dans notre chemin de vie, d'être nous-mêmes, puis d'être heureux? Ben, c'est les peurs. Hein? C'est les peurs qui nous empêchent de faire ça. Puis c'est quoi les peurs? Ben, je vous l'ai dit tantôt, on le sait à l'intérieur de nous, okay, qu'on est dans le champ souvent. On le sait, mais on a peur, okay, parce qu'on va dire qu'est-ce que les autres vont penser si je change de job, si je divorce, si je décide de partir en voyage sans mes enfants. On le sait que si je change de voiture, okay, c'est quoi? Est-ce que les gens vont dire que j'ai trop de cash? Les gens, on s'empêche, on se sent imposteur parce que dans le fond, on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser. On a besoin d'approbation, on vit dans le regard des autres. Okay? On a peur d'être critiqué, peur d'être jugé, peur de souffrir, peur de manquer d'argent, peur de l'échec. On a peur d'avoir peur. C'est la seule chose qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ça. Puis quand vous avez peur, le truc, c'est simple, c'est que faites-le pareil. T'sais. La peur est là, est nécessaire, la peur, on est tout loin, mais elle est là pour vous dire « Hey, Hugo, es-tu certain que c'est ça que tu veux faire? » Oui, c'est ça que je veux faire, puis go, on le fait. Puis vous allez voir, la vie va vous tester, mais dans le fond, vous continuez. Comme moi, j'aurais dû continuer sur mon chemin en 2017. Je vais faire une anecdote sur les peurs. Je suis parti à Istanbul en février 2020. Si j'aurais écouté tout le monde, parce que là, tu sais, le début du COVID, fait que tout le monde autour de moi, mon père, okay, m'en parlait. Le COVID, okay, il y a une frontière avec l'Iran, il y avait des conflits avec les Américains à l'époque, c'est musulman, c'est terroriste selon eux autres, c'est une multitude de raisons, c'est sale, ça pue, okay. Puis là, j'écoutais ça, puis je me dis, si j'aurais écouté leurs commentaires, bien, c'est sûr que je n'aurais pas parti. Puis moi, je me suis loué un guide là-bas. J'ai pris un guide là-bas pour pouvoir me faire une journée ou deux. D'ailleurs, je pense qu'il est ici sur la conférence, pour pouvoir me faire visiter Istanbul les premières journées. Puis je lui contais ça, les jugements que le monde avait à l'égard d'Istanbul. Puis il me dit quelque chose qui me scie en deux. Il me dit, tu sais, Hugo, ben, il y a 30% de musulmans pratiquants en Turquie. Fait que c'est comme au Québec, au Canada. Après ça, ben, les terroristes, ben, sont au Canada, les terroristes. Puis ils me droppaient une liste de trucs terroristes qu'on a eus. On voit la mosquée de Québec et compagnie. Il y en avait quasiment plus qu'eux autres. Puis il me disait, Hugo, vous autres, là, quand vous êtes fatigués, là, vous n'aimez pas votre job, là, vous faites des burn-out. Nous autres, on fait juste changer de job, puis la vie est belle, là, tu sais. Puis un autre truc qu'il a dit aussi, il dit, en plus, vous autres, vous faites mal à vos enfants. T'sais. Ça me scie les chambres en deux. Puis j'ai dit, c'est vrai. T'sais. On a toujours des préjugés et des jugements envers l'autre, okay? Mais si on écoute les autres, c'est sûr qu'on ne fera absolument rien dans notre vie. Je poursuis. Nos sentiments. J'ai écrit un beau blog là-dessus qui n'a pas très marché. Je pense que le titre n'était pas nécessairement adéquat, mais je compare beaucoup notre corps, okay, puis nos sentiments à un tableau de bord d'automobile. T'sais, quand vous roulez, puis il y a un check engine, okay, la lumière de l'huile allume, par exemple, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. C'est qu'on la regarde, okay, puis on lit dans le manuel, puis on va au garage, okay, puis on sait que ça va péter, il y aura un problème éventuellement. Puis c'est un investissement, on ne veut pas que ça arrive. Mais quand ça arrive chez nous, là, un check engine, qu'est-ce qu'on fait? Bien, la réponse est simple, c'est qu'on ne fait absolument, mais absolument rien, jusqu'à temps que, dans le fond, que ça pète en maladie, ça pète genre en malaise, en anxiété, ou qu'on meurt. C'est ça, là. On ne ferait jamais ça avec un automobile ou un autre équipement qu'on a acheté. Avec nous, on le fait, puis on ne s'en rend pas compte. Probablement qu'il y a le tableau de bord interne de nous, okay, le check engine, okay, on ne les sent pas. Les check engines okay, dans notre corps, c'est quoi? C'est nos sentiments et nos émotions. Moi, ce que je dis, c'est que prenez le temps d'écouter ce qui se passe là-dedans, là, puis comment on fait? C'est simple, c'est aller tout seul, passer du temps tout seul. Puis quand vous vous sentez mal, quand vous sentez que ça bouillonne chez vous, là, bien, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous écoutez, puis vous mettez un mot là-dessus. C'est-tu la frustration? C'est-tu la colère? C'est-tu la tristesse? Mettez le mot, c'est-tu la joie? Puis ça peut être positif aussi. Mettez un mot là-dessus, puis après ça, jugez si ça vaut la peine okay, de l'extérioriser ou pas. Je donne un exemple.
Moi, quand j'étais fake, j'avais chez nous, mes enfants sont malcommodes, ils étaient turbulents. Fait que c'est sûr que je pétais une note. OK? C'est sûr, j'étais fâché, j'avais la frustration. Mais je me suis rendu compte après ça que quand j'écoutais mes émotions, oui, c'était la frustration, mais c'était pas envers mes enfants. C'était vraiment envers le bureau. Puis là, moi, je me disais, c'est mes collègues de travail. Non, non. C'est pas mes collègues de travail. J'avais la frustration envers moi-même parce que je n'étais pas sur mon chemin de vie puis je n'étais pas heureux. C'est ça. Puis la seule façon que je pouvais faire, OK, c'est l'extérioriser avec mes enfants, à la limite. Puis là, j'ai compris que dans le fond, c'est quoi la source de la frustration? Puis j'ai le choix de ne pas la sortir ou pas. Puis c'est la même chose quand on se fait couper en automobile. On se fait couper en auto par une autre voiture. Mais notre réaction, c'est qu'on va peser le crayon, on va crier. Mais si on, OK, j'ai la colère, je suis fâché. Ah, ben, OK, c'est-tu la faute de l'autre? Y a-tu fait exprès? Non. Mais on choisit de la libérer puis la laisser aller. Parce que la paix intérieure que vous avez, là, ça coûte cher. Puis il y a une couple là, qui sont sur le webinaire présentement. Là, vous le savez, ça coûte cher à perdre la paix intérieure. Fait que, garde, écoutez-vous, puis donnez-vous le droit d'accueillir, de ressentir vos émotions, puis mettre un mot là-dessus, puis après ça, donner l'importance si ça vaut la peine. Je poursuis combler le vide. Ça, c'est important. Hein? Parce que, tu sais, là, moi, quand je ne filais pas, quand j'étais fake, là, mais surtout quand j'ai frappé le mur, ben, le trou que vous voyez là à l'écran, ben, c'est le même que je me sentais. J'étais vide à l'intérieur. Puis, quand on ne sait pas qui on est, quand on n'est pas sur notre chemin de vie, quand on n'est pas notre propre source de bonheur et d'amour, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on comble le vide. On comble le vide, OK, comme un verre d'eau. On comble le vide avec des choses. Puis ça peut être des choses faciles, comme l'alcool, le sexe. Bon, l'alcool, le sexe, c'est deux belles choses quand même, là, mais c'est toujours dans l'abus, bien sûr. Ensuite, la drogue, la cigarette, peu importe, les jeux de hasard, les jeux vidéo, la TV. Puis là, je parle à la TV, pas écouter juste les nouvelles une fois de temps en temps. C'est les gens qui sont accros, ils arrivent chez eux, ils allument la TV. La même chose pour les séries Netflix. Moi, j'ai des gens qui me disent, hey, Hugo, j'ai écouté 3 séries en fin de semaine, puis j'ai rien fait de ma journée. Mais c'est combler le vide, ça aussi. Je vais même aller plus loin, là, critiquer le gouvernement au sujet du COVID, là, OK, c'est simple. OK? C'est combler le vide. Puis, je pourrais dire que toutes les formes d'abus, c'est combler le vide parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais il y a des choses, OK, qui sont un petit peu. Puis j'ai une phrase là, qui est magique, OK, c'est qu'on comble notre intériorité, notre intérieur, par l'extériorité. On prend des choses externes pour combler ce qu'on n'a pas à l'intérieur. C'est un livre que j'ai lu, là, genre le guide de navigation de l'âme, que la madame disait ça, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est très, très vrai. Puis un exemple, c'est Facebook. Quand on arrive chez nous, nos enfants sont couchés, on ne sait pas quoi faire, ça ne nous tente pas d'écouter la TV, on prend notre cellulaire, puis on scrolle sur Facebook. Mais en réalité, c'est juste de la merde qu'il y a là-dessus. Là. On ne fait rien, on parle à peu de personnes. Bien, c'est ça, on comble le vide. Mais ça va encore plus loin, puis c'est ça, vous le savez, mais ça va encore plus loin. On comble ce vide-là là, dans nos relations et nos sentiments. Je ne sais pas si vous voulez je vois, là, mais c'est nos relations interpersonnelles là, sont le reflet, le miroir de ce que nous essayons de combler à l'intérieur de nous. Dans le fond, nous interagissons avec les autres comme nous autres, on veut être. C'est simple. Puis on choisit les gens avec qui on est en fonction de qui on veut être. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reproche, on reproche des choses aux autres, OK? Puis on est cette personne-là. C'est clair. On comble le vide dans nos relations et dans nos sentiments. Puis je vais donner mon exemple. Là, on voit un petit garçon qui est à l'écran avec une cape. Ça, c'était moi. C'est Hugo Dubé qui est un Superman. Vous allez comprendre pourquoi. Puis je vais donner un exemple de ma vie personnelle pour expliquer ce point-là. Toute ma vie, moi, j'ai choisi des gens anxieux. J'ai choisi des gens insécures, des gens gênés, des gens sensibles. Que ce soit mes relations amoureuses, que ce soit des collègues de travail, des amis, probablement. Puis il y a des choses qu'on choisit directement, puis il y a des choses qu'on choisit aussi indirectement. Je n'irai pas loin dans la spiritualité là-dessus, mais il y a l'indirectement aussi notre famille. Moi, mon cercle, c'est des gens comme ça, des gens anxieux, des gens insécures, des gens gênés, des gens sensibles. Puis moi, que je choisis ces gens-là, c'est simple, parce que moi, je voulais les sauver, pour se faire aimer, pour se faire reconnaître. Quand on vit dans le regard des autres, si on a peur de l'abandon et du rejet, bien, si tu aides les gens, si tu les sauves, okay, c'est certain qu'ils vont t'aimer. C'est ça que je pensais d'ailleurs. Mais c'est faux. Puis j'ai jamais réussi à aider personne, d'ailleurs, de ce côté-là. Puis je me suis rendu compte que c'est moi. C'est pas eux autres que je cherchais de sauver, c'est moi. C'est moi qui est le gars anxieux, c'est moi le gars insécure, c'est moi le gars gêné, c'est moi le gars sensible. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait au primaire quand j'ai fermé mon cœur? J'ai mis des couches d'oignons.
là-dessus. J'ai mis un masque pour m'empêcher de souffrir. Puis j'avais un désir viscéral de me sauver. Puis c'était ma façon de le faire. Fait que, transposez ça, OK, de votre côté, comme vous voulez. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça, c'est un sujet que je viens de mettre à l'ordre du jour. Puis je pense que c'est vraiment beau. Tu sais. Dans le fond, tu sais, vous devez être votre propre sauveteur, OK? Puis genre, je pense que je le marque dans ma prochaine slide, OK? Vous devez vous combler vous-même, puis vous devez être votre propre sauveur. C'est vraiment le constat que j'ai. On comble le vide avec les autres. Je parle un peu de Les 4 accords Toltec, qui est un livre. OK? Je voulais faire un truc personnel là-dessus, mais je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de super beau, aussi précis que les 4 accords Toltec. Si vous ne l'avez pas lu, là, je vous conseille de le lire, c'est vraiment bon. Là, je pense que j'ai un blog là, qui en parle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit dans le fond, le livre? C'est simple, c'est qu'au début, il dit que nous autres, on a été programmés. On a donné notre accord, OK? Comme je dis, comme Eric dit, on a donné notre accord sur tout. On a été programmés, on a accepté des choses, OK, sans nécessairement de les comprendre et dire que c'était bon pour nous. Puis ça a une influence partout dans notre vie. Puis les 4 accords Toltec, là, dans le fond, c'est que ta parole soit impeccable. Ne faites pas d'affaires personnelles. Faites toujours de votre mieux et ne faites pas de suppositions. Ça, c'est les 4 accords. Je ne rentrerai pas en détail. Je vais faire une chronique avec mon ami Valérie là-dessus la semaine prochaine. Vous allez pouvoir m'écouter. Mais il y a un point que je veux parler, c'est que ta parole soit impeccable. Impeccable, okay, c'est un mot grec ou un mot latin, sûrement, là, qui veut dire genre ne pas faire de péché. Puis là, on n'ira pas dans le religieux, là, mais si on prend la définition de péché dans le religieux, c'est ne pas faire d'action contre soi. Avoir une parole impeccable, ce n'est pas dire des beaux mots pas sacrés ou genre toujours aider les autres puis jamais juger les autres. Non, le seul péché, là, okay, la seule parole impeccable, c'est faire des actions. Le mot péché, je ne l'ai pas dit, mais le mot péché, c'est faire des actions contre soi. Fait que c'est sûr que dans le fond, il ne faut pas faire d'action contre nous. Je pense que c'est tellement beau. On parle de notre propre source d'amour, notre propre source de bonheur. Ben c'est ça. Faites des actions pour vous. Vous allez voir, ça va faire la différence. Parce que je n'ai parlé tantôt. On parle de l'amour. OK? On a appris un concept de l'amour qui n'est pas nécessairement le nôtre. L'argent, c'est la même affaire. On a appris là, OK, dans la vie, c'est qu'il fallait économiser de l'argent pour nos vieux jours. Mais moi, je dis tout le temps, OK, pourquoi que dans le fond, la vie nous donnerait de l'argent si l'argent qu'on reçoit, nous ne la dépensons pas et on l'accumule? L'abondance, je pense, c'est merveilleux, c'est beau. Mais qu'est-ce que je trouve qui est mauvais, c'est l'accumulation. Et pourquoi la vie vous donnerait de l'argent si, dans le fond, vous ne la dépensez pas? Ça, c'est un concept. Je n'irai pas plus loin là-dessus, OK, parce que le temps file beaucoup. Mais tu sais, le concept de l'argent, c'est un concept qu'on a été programmé aussi dans notre vie, puis ça a une répercussion beaucoup dans notre existence. Les trucs, c'est simple, OK, comme Eric l'a mentionné, moi, j'ai développé une routine du matin, méditation. Puis, je veux en parler de la méditation, c'est que souvent, pour connaître une personne comme il faut, il faut passer du temps avec elle-même. Mais pour apprendre à savoir qui on est, il faut juste passer du temps avec nous-mêmes. Fait que c'est ça. Passer du temps avec vous-même, puis la méditation, OK. Je sais que parfois c'est dur, mais vous allez voir, OK, avec de la pratique. Puis, le monde me dit souvent, hey Hugo, j'ai toujours des pensées qui me passent, qui me trottent dans la tête. C'est normal. Moi aussi, ça fait 1 an que j'en fais de façon à tous les jours. Puis, moi aussi, j'ai des pensées. Mais c'est comme nos émotions, c'est que tu les accueilles, tu les ressens, puis après ça, tu te dis, est-ce que je donne l'importance ou pas? Si vous pensez que tu as oublié de dégeler votre dinde OK, pour souper, là, c'est grave, ça attend 5-10 minutes. Là. Vous allez vous en souvenir si c'est important après. Faites-le rentrer dans votre tête, puis évacuez-la. Puis même si vous faites juste ça, OK, 5 minutes, 10 minutes, OK, c'est déjà beau, vous passez du temps avec vous-même. Affirmation, visualisation et affirmation, moi, je visualise beaucoup le matin, qu'est-ce que je veux. Puis moi, je crois beaucoup qu'on a le pouvoir de créer notre propre réalité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous permet inconsciemment, le fait de visualiser une nouvelle voiture, une nouvelle job, une nouvelle relation amoureuse, ou peu importe, juste être heureux. Le fait de le visualiser, ton subconscient le voit, puis il fait des actions, justement, inconsciemment, pour réaliser ça. Des affirmations aussi, je suis beau, je suis fin, je suis un leader, dire qui on est. Ça fait beaucoup de différence dans notre vie, puis c'est beaucoup de positif. Lecture, écriture, je fais toujours un peu d'écriture le matin. Bon, j'écris des blogs, vous le savez. Je lis des livres aussi, toujours le matin, 5-10 minutes. Ça fait vraiment du bien, ça me ressource, ça me rend. C'est pas être inspiré, il faut être inspirant, il faut être inspiré. Fait que ça fait partie de ma routine. Puis le dernier, c'est notre corps. Je fais des exercices le matin pour m'étirer, pour bouger. Parce que notre corps, c'est notre véhicule. C'est qu'est-ce qui nous permet genre, de vivre jusqu'à temps qu'on a accompli notre mission de vie. Puis c'est ça, il faut en prendre soin. Si on n'en prend pas soin, c'est sûr qu'il va y avoir des dommages, puis ça va être moins le fun pour pouvoir vivre. Fait que je prends vraiment 2 minutes là-dessus. Ça vaut la peine.
d'avoir une routine, de vous entraîner, de bien manger. Bon, Éric Giasson parlait de jus vert, là. Moi, je ne me rends pas là nécessairement. Je ne dis pas que c'est mauvais, là, mais je veux dire, juste faire attention à ce qu'on mange. Manger ce qu'on veut peut-être, OK, mais faire attention, pas trop manger. On comble le vide aussi par la nourriture, par l'alcool. Faites attention, faites un peu de sport, prenez des marches. C'est jamais obligé d'être extrême là, pour faire des Ironman, tout ça. Prenez un peu de temps, 1 heure, une demi-heure par jour, 10 minutes, commencez. Puis, vous savez, dans tout ça que je viens de mentionner, ça prend 21 jours, OK, à créer une habitude. C'est sûr qu'au début, après 1 semaine, 2 semaines, c'est sûr que vous ne serez pas nécessairement habilité, genre, puis ça va être dur, puis ça va être, à chaque matin, ça va être quelque chose, peut-être un fardeau, mais après 21 jours, 22 jours, 1 mois, vous allez voir, il va y avoir une grande différence qui va réaliser dans votre vie. Prendre une gorgée d'eau, parce que je parle beaucoup. Je vais parler un peu, c'est le mot de la fin, mais c'est quand même assez long, mon mot de la fin. Puis, je vais vous montrer une belle slide que j'ai fait. Je l'ai mis sur Facebook récemment. J'ai montré tantôt, il y avait un troupeau avec un mouton noir, puis je disais que j'étais le mouton noir, okay, soit de la famille, même à l'école. Puis j'ai compris pendant cette période, là, 2019, que mon crash que j'ai connu, j'ai compris que, dans le fond, moi, je ne veux pas être le mouton noir, non. Moi, en réalité, je ne veux pas suivre le troupeau. Je ne veux ni être le noir, ni être le blanc. Moi, ce que je veux, c'est avoir mon propre chemin. Je veux tracer mon chemin. Oui, OK, on voit que le mouton turquoise au fond, là, c'est ça, je suis le mouton turquoise. Oui, je regarde un petit peu le troupeau parce qu'il faut socialiser dans la vie, puis je suis entrepreneur, j'ai des entreprises, j'ai des clients. Mais je veux dire, moi, je veux tracer mon propre chemin, puis je veux être le mouton turquoise. Puis, il y a beaucoup d'incompris, des fois dans la vie, on est un mouton noir, comme je mentionnais, c'est ça. Essayez pas que le monde vous comprenne. Il n'y a personne qui va vous comprendre. Essayez de vous comprendre vous-même, puis faites votre chemin, faites votre vie. Je veux parler du pédalo. Là, vous allez dire, ça n'a aucun rapport avec sa conférence. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Vous savez, ça n'a pas été facile nécessairement quand on est dans un mode fake et dans le besoin de reconnaissance. C'est dur à être vulnérable. Hein? C'est dur de s'assumer aussi. Puis moi, j'ai un désir viscéral de m'assumer. Puis c'est un peu ça que j'ai fait avec mon parcours de vie. Puis j'aurais pu en parler davantage d'ailleurs. Il reste encore du temps, mais j'ai prolongé. J'ai écouté plutôt. Puis je ne me suis pas encore assumé à 100%. Il y a encore des choses que je n'ai pas dit. Puis je me suis rendu compte que les gens autour de moi, indirectement, essayent de me protéger. Ils ne veulent pas nécessairement que je m'assume à la hauteur que je veux m'assumer. Même si c'est mon nom, c'est mon visage qui parle puis qui va effectivement assumer ces propos-là. Mais les gens essaient de me protéger. Puis des fois, il y a des gens qui ne veulent pas que j'aborde des sujets parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour moi. Puis je me suis rendu compte pourquoi ils ont peur pour moi. Ils n'ont aucune affaire, à la limite, je sais pas leur vie. Je me suis rendu compte que le fait de s'assumer, c'est contagieux. Le fait de voir quelqu'un qui s'assume après ça, ça nous donne la motivation, ça nous donne le guts de le faire nous-mêmes. Puis des fois, on se sent quasiment obligé parce que c'est vraiment contagieux. Puis c'est ce qu'on a vu avec Éric Giasson, puis j'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont écrit en privé par la suite. Ça donne le goût. C'est pour ça. Puis moi, c'est pas ça là, que je veux en venir. Là, mais souvent, on voit un artiste là, qui dit il est homosexuel. Puis après ça, on voit plein de monde autour de nous autres qui s'assument parce que c'est contagieux, puis ça donne le goût de le faire. Je me suis rendu compte, c'est ça, ces gens-là avaient peur, OK, peut-être parce que dans le fond, ils ont peur qu'ils vont devoir s'assumer par la suite. J'ai un goût j'ai un désir de m'assumer, puis c'est ça que je vais faire présentement. Puis dans mon livre, mon deuxième livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Le pédalo. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, OK, ça allait vite, mais pour sortir de mon crash en octobre, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'étais allé à Cuba avec mon fils. Je voulais prouver à tout le monde OK, que j'avais changé, que j'étais rendu qui est spirituel, que je prenais soin de moi. J'ai décidé de partir avec mon garçon là, à pareille date l'année passée, quasiment. C'est un peu hasard, par contre. J'ai décidé de partir à Cuba. Puis, j'aurais pas dû partir. Je filais pas. Je me souviens, dans ma valise, j'avais plus de bouteilles de NyQuil que de maillot de bain et de linge quasiment. Puis, je suis même surpris pourquoi ils m'ont laissé rentrer, qu'ils n'ont pas vu que je faisais l'exportation de NyQuil. Puis en passant, il m'en reste plein de NyQuil. Je suis quasiment équipé de pogner le COVID, c'est pas drôle. Puis j'ai décidé d'aller à Cuba avec mon plus jeune. Comme j'ai dit, j'aurais pas dû y aller parce que je filais vraiment pas. C'était vraiment une décision dans l'ego
prouver aux gens que j'avais changé. J'étais allé à Cuba, puis mon garçon, c'est sûr qu'en arrivant là-bas, il a trippé. C'est sa première fois qu'il allait dans le sud. Okay, on est allé à Cayo Coco. Il faisait 40 degrés en arrivant dans le mois d'octobre. Il faisait très chaud. Puis mon garçon, ben, il était vraiment émerveillé. On a fait le tour du resort. Okay, on est allé partout. On s'est promené. Puis lui, il avait le goût de faire toutes les activités. Même si c'était juste 5 minutes, il avait le goût de faire toutes les activités. Il avait 10 ans à l'époque. Puis on est allé dans la piscine, on est allé se baigner dans la mer, bien sûr. On a toutes fait les activités. On a sûrement joué, on a sûrement joué à toutes les activités qui étaient disponibles, mais on est allé jouer au tennis. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais à 40 degrés, là, jouer au tennis, là, okay, c'est assez intense. Même quand je suis allé chez les raquettes, là, le gars m'a dit: T'es-tu fou? T'es-tu malade? Ben, j'étais probablement malade, j'étais probablement en burn-out, en crise existentielle, en enraquissement professionnel et aussi en peine d'amour. Puis, je suis allé pareil parce que mon garçon, je voulais lui offrir des belles vacances. Alors, Jacob, pour le nommer, ben, on a joué au tennis. Puis, je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, là, mais c'est pas ce on peut appeler une fine raquette, là, Jacob. Lui, quand il claque la balle, il a fait bing, 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 bing. J'ai couru comme un chien, puis je vous dis, là, c'était chien pour le chien. Puis, au travers de ça, j'avais comme des hoquettes de NyQuil, parce qu'il y a 2 effets négatifs au NyQuil. D'un, genre, c'est comme si tu avais viré une grosse brosse à la crème de menthe. Là. Le lendemain, je sais pas si moi, ça m'est jamais arrivé, là, mais avec du fort, le lendemain, tu as des rapports, OK, puis c'est à l'alcool de la veille. C'est la même chose, mais le NyQuil goûte la menthe. Fait que c'est un peu ça que tu vis tout le temps. Le seul avantage, c'est que tu as toujours une bonne haleine, par contre. Puis l'autre avantage, bien, tout ce que tu évacues, que ce soit la sueur ou peu importe, là, ben, c'est vert. C'est la bouteille, vous l'avez vu tantôt, c'est vert. Et j'ai couru partout. Puis je me suis rendu compte, je ne sais pas si mon fils le savait, mais je pense qu'il pensait que le filet, c'était pas devant lui, mais c'était les clôtures autour du terrain. Là. J'ai sorti du terrain, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, dans les épines et tout ça. Mais je lui ai fait plaisir, c'était beau à voir. J'ai même fait de l'aquaforme. Je ne sais pas si le monde le sait, c'est quoi l'aquaforme. Là? Ça, c'est dans la piscine. Okay? Il y a un géo. Il y a un géo très bien bronzé, super sexy, bien habillé. C'est toujours un homme, on dirait. Ça attire beaucoup les madames. Okay? Je ne sais pas pourquoi. Probablement les gars s'assument moins. Là. Ça attire beaucoup les madames. Okay? Puis moi, le mien, il s'appelait Eduardo, je m'en souviens, parce qu'il me faisait chier. Il me faisait chier parce qu'il avait le corps parfait. Okay? Il avait un maillot de bain, deux pointures trop courtes. Okay? Puis là, ces gars-là, eux autres, là, il ne dit pas Eduardo, il dit Eduardo. Puis quand ils dansent, là, quand ils font le tour de bassin, là, ils ne font pas juste ça normal. Là. Ça se déhanche. Là. Sérieusement, il me faisait chier. Okay? J'étais vraiment pas là. Mais je l'ai fait pour mon garçon, okay, avec les petites madames. Puis mon fils, par exemple, il a réussi vraiment toutes les démarches okay, à Eduardo. Il est jeune. Fait, lui, c'est ça qui se déhanchait. On s'assume à 10 ans, c'est sûr. J'ai fait de l'aquaforme, j'ai fait du kayak, j'ai tout fait. Puis à la fin, vous voyez l'image à fond, dans le fond de l'écran, c'est que mon fils voulait faire du pédalo. Puis là, le pédalo, là, moi, j'ai vraiment une amertume par rapport au pédalo, parce que le pédalo, c'est quoi? C'est con, un pédalo. À chaque fois qu'on voit un pédalo, OK, en tout cas pour ma part, mais je connais plusieurs personnes, c'est la même affaire, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir pour nous dire genre, hey, Hugo, veux-tu faire du pédalo? Mais tu le sais que c'est de la merde du pédalo. Tu le sais. Mais tu y vas pour lui faire plaisir à la personne. Puis moi, j'étais dans le besoin de reconnaissance. Et tu fais du pédalo, mais tu fais du pédalo, là, OK, moi, je suis un gars performant, je suis un gars okay, qui est axé sur la performance, sur les indicateurs, qu'il faut que ça aille vite. Puis le pédalo, là, plus que tu pédales vite, là, plus que ça pédale lentement. Sérieux, là, c'est con. C'est con comme ça. Le gouvernail, là, si tu tiens ça droit, là, OK, ça avance pas droit à pédalo. Il faut que tu fasses ça de gauche à droite, il faut que tu pédales comme ça. Puis la personne, OK, qui a demandé de faire du pédalo, là, dans mon cas, c'est mon fils, c'est sûr qu'il ne pédale pas. Là, je suis sûr que les blondes, vous reconnaissez, c'est sûr que la blonde ne pédale pas, c'est le chum qui pédale à côté, c'est clair. Mon fils ne pédalait pas. Puis il est toujours, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un jet bleu, l'eau était turquoise, il était vraiment émerveillé, il trouvait ça vraiment beau. C'était quand même beau, mais moi, ça me faisait chier à côté parce que je pédalais, OK, puis on était rendu vraiment loin au large. Puis un pédalo, pour terminer, pour me parler que c'est con, là, moi, j'ai une shape standard. Vous m'avez vu des photos. Moi, je mesure 5 et 10. Je paye 175 livres. Je porte des 10 comme souliers, des 33 OK, comme pantalon, du médium en haut. OK. Moi, quand je commande du linge, OK, j'essaye même pas. OK. Puis quand je vais au magasin, je ne l'essaye pas parce que c'est toujours standard. OK. Je suis aussi poche que ça. Mais les maudits pédalos, là, c'est fait pour des géants. Tu es à mancher de même, là, vous ne me voyez pas, là, mais tu es à mancher de même dans le pédalo, OK, avec le gouvernail comme ça, genre, ça te fait chier. Puis moi, ça me faisait chier. OK, le pédalo, puis je l'ai fait pour mon garçon. Puis la ceinture est toujours trop grande, OK, à Cuba. Elle sent la crème solaire. Elle est toute suante, toute pourjuteuse, OK. Fait que je n'étais pas content d'être là. Je l'ai fait pour mon fils. Puis là, maintenant, j'ai commencé à avoir les mains engourdies. J'ai commencé aussi à avoir la misère à respirer. Mon cœur battait, là, c'était épouvantable. J'ai commencé à avoir flou.
j'avais mal à la tête, plus capable de respirer un moment. Puis moi, j'ai décidé d'enlever ma ceinture de sécurité parce que je pensais qu'elle était trop serrée. Je l'enlève, OK? Puis, ça, c'est pas mieux, ça empire, plus capable de respirer. Puis je me lève debout, j'essaie de faire 2-3 pas sur le pédalo. On s'entend que c'est pas un porte-avions, là. Puis, dans le fond, j'ai commencé à avoir des pensées un peu bizarres, puis vraiment bizarres. Puis ce que je pensais, c'est que je voulais mettre fin à ma vie, je voulais sauter dans l'eau. Puis, sérieusement, je partais pour le faire. Puis j'ai vu, quand je suis venu pour le faire, ben, j'ai vu un ombre à côté de moi. Puis j'ai regardé cette ombre-là, puis c'est une chose. J'ai vu une chose. Là, c'est pas une chose qu'on voit dans tous les coins de rue, là, à gauche, à droite. Puis cette chose-là me dit, Hugo, crois en moi. Là, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça vous appartient, c'est à vous, je m'en fous. Vous pouvez penser que c'est un Roland de NyQuil. Vous pouvez penser que c'est un rayon de soleil, que ce soit un corbeau, que ce soit mon garçon, que ce soit un ange, que ce soit Dieu, que ce soit uniquement, simplement mon reflet dans l'eau. Ça vous appartient. Sauf que j'ai compris plus tard que c'est un peu tout ça. Puis ce tout-là me suivit jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, justement, ça fait partie de moi. Puis qu'est-ce que vous devez retenir? C'est qu'aujourd'hui, je suis là et je suis moi. Petite pause. Puis, ça, c'est moi. Puis, pour le mot de la fin, je veux vous parler de vous. Changer le monde. Je vous ai dit, moi, je voulais que les gens voient que j'avais changé. Je voulais que les gens voient que j'étais rendu spirituel, que je n'étais plus rendu dans mon ego. Fait que tout l'automne 2019, vous allez voir, je vais parler de vous, mais je passe par une anecdote. Je voulais prouver aux gens que j'avais changé. Puis, je passais tous mes matins, parce que j'ai pratiquement pas travaillé l'automne 2019, puis j'ai commencé à travailler quasiment pendant le COVID. J'ai pris une pause assez prolongée. J'allais au Vanout le matin, je lisais des livres de spiritualité. Je voulais que tout le monde me voie le titre quasiment. Je me promenais avec ça. J'étais dans mon égo spirituel. Puis je passais tous les matins au Vanout en train de déjeuner. Puis j'avais des discussions quand même avec des gens. Puis là, il y a une madame qui est venue me voir, pour me parler. Moi, j'avais accepté la nomination de la présidence de la Fondation de la santé. C'était tout récent. J'avais passé dans les médias. La madame est venue me voir pour me féliciter de ma nomination. Puis je l'ai remercié. Elle a dit c'est vraiment une belle implication, c'est beau, Hugo. Puis là, elle restait, c'est une belle petite madame avec 75 ans, okay? Je suis sûr qu'elle mettait du parfum avec un push-push comme ça. Okay? Super, super gentille, super bien élevée. Puis là, elle restait, puis je ne savais pas pourquoi. Puis là, j'ai demandé, ben, je peux-tu t'aider? Je peux-tu t'aider? Puis elle me dit, ben oui. Puis là, elle commence à pleurer, à chaudes larmes. Fait que là, moi, je commence à pleurer moi aussi. Puis je vous dis, je ne savais même pas que j'avais cette faculté-là. J'étais sûr que mes parents n'avaient pas coché l'option quand j'étais jeune. Puis je commençais à pleurer avec elle. Puis là, elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué que son conjoint, son mari, depuis plusieurs années, était à l'hôpital de la Rivière-du-Loup. Puis, depuis plusieurs années. Puis, il y avait un traitement qui devait être fait tout le temps à Rimouski. Ça, c'est 2 heures de route de Rivière-du-Loup, 2-3 fois semaine. Puis, avec la Fondation, ben, on a acheté un équipement. Puis là, regarde, c'est un terme scientifique, OK? Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Ma directrice pourrait répondre. Mais je vous le dis, elle me dit que ça va changer sa vie. Puis, d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'à l'école, moi, quand le professeur venait me voir et il me disait, genre, Hugo, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais, je veux changer le monde. Bien, j'ai compris ce jour-là que ce n'était pas nécessairement en inventant le prochain iPad, non plus en inventant le nouvel auto électrique ou aller sur Mars que j'allais changer le monde. J'ai compris que je changeais déjà le monde. Puis inquiétez-vous pas, c'est sûr, je vais réinventer le nouveau iPad, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce ne sera pas avec la technologie. Non, ce ne sera pas avec la technologie. Ça va être en ouvrant vos cœurs, en vous touchant. Puis vous allez voir, tout va changer. Fait que c'est la fin de ma conférence. Alors, Amélie, je ne sais pas si tu peux réapparaître pour la période de questions. Ton micro peut-être? J'espère que vous avez apprécié pendant qu'Amélie se place. Vous savez que la technologie, quand on fait un webinaire... Mes écouteurs étaient branchés, puis je ne les avais pas débranchés. Donc, période de questions. Merci Hugo pour ta conférence. Puis j'aimerais aussi te féliciter pour toute ta franchise et ton authenticité parce que c'est une nouvelle partie de la conférence que même moi, je n'avais pas entendue, que tu as décidé de rajouter pour te rendre un petit peu plus vulnérable et montrer toute ton authenticité. Donc, bravo.
En réalité, Amélie, je veux dire quelque chose. Il y a des choses que tu me dis de ne pas aller, puis Oui, moi, je suis rebelle. Hein. Fait que quand on me dit de ne pas aller à une place, c'est sûr que j'y vais. Fait que la prochaine fois, tu me diras vas-y, puis probablement que je ne le mettrai pas. OK? ouais. Ou bien je te dis, on garde du contenu pour une prochaine conférence. Fait comme ça, j'étire le temps, puis on garde ça. Donc, au niveau des commentaires que j'ai ici à l'écran, ça ne se voit pas, mais je t'applaudis bien fort. Donc, voilà. Bravo pour cette belle vulnérabilité. Bravo, Hugo. Beau témoignage. Bravo et merci. Très touchant et inspirant. Quelle générosité. Donc, merci. Fait que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en ce moment. On va attendre un petit peu pour voir toutes vos questions. Gênez-vous pas. Je sais que c'est difficile de ne pas poser des questions, hein, des fois. Hein. C'est pas évident. Merci pour ce partage. Puis toi, Amélie, as-tu des questions? Bien, non, j'en ai pas beaucoup de questions parce que vu que je connais le produit quand même Vous allez très bien. voir, je tiens à mentionner quelque chose. Au début, Amélie et moi, le projet, c'était beaucoup entrepreneur. Puis là, on se rend compte, bon, on fait venir Éric Giasson à la première cohorte qu'on a organisée à Sainte-Béatrix. Puis il nous fait vraiment un discours, puis aussi des exercices, beaucoup de cœur, beaucoup d'humain. Puis moi, ben, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat humain. Puis je ne sais pas si vous avez assisté à l'entrevue que je donnais à Nicolas Duvernois cette semaine. Ben, il lui dit que ça va être une première tantôt. Il va aller dans l'humain lui aussi, il va être vulnérable. Je pense que notre filon, c'est beaucoup ça. Hein, c'est aller dans l'humain, la vulnérabilité, l'authenticité, la vérité. Puis c'est ça qui est beau. Puis c'est ça, les entrepreneurs à succès, il y en a comme ça. Les entrepreneurs qui ont mis leurs genoux à terre, puis ils le disent, ils sont vulnérables, il y en a beaucoup moins. Puis c'est ça qui est vraiment inspirant. J'ai une question ici. Comment tu deals avec ton ego dorénavant? Est-ce que ta sérénité t'aiderait à mieux apprécier ton expérience avec Eduardo? En réalité, c'est que mon truc de pédalo, là, vous voyez, je le maîtrisais un petit peu plus parce que je l'ai écrit dans mon livre, OK? Puis, il y a plusieurs pages là-dessus. C'est sûr que mon ego, c'est qu'avant, mon ego me contrôlait. Toutes mes actions, OK, étaient générées par mon ego. Mais à cette heure, c'est moi qui contrôle mon ego. Parce que mon ego, OK, vous voyez, là, je suis de même. C'est pour ça que cet automne, OK, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis construit, l'automne 2019 plutôt, je me suis construit d'une façon spirituelle, puis j'allais finir en toge orange, comme Éric l'a mentionné. C'est pas moi, ça. Je suis un peu arrogant, je suis un peu. J'aime rire, puis mon ego, il fait partie de tout ça là-dedans aussi. Puis mon ego, il est drôle. Il est drôle, OK? Il est bon en marketing aussi. Fait que, je l'utilise quand ça fait mon affaire, mais c'est sûr que je suis capable de le gérer maintenant, puis je le sens. Le tableau de bord que je montrais tantôt, je le sais quand je suis dans l'ego. Pour savoir si vous êtes dans l'ego ou vous ne l'êtes pas, c'est très simple. Hein? Demandez-vous c'est quoi l'intention. Puis ça, on pose des affaires sur Facebook, OK? Puis c'est quoi votre intention? C'est voulez-vous flasher ou vous voulez aider les gens ou juste ça vous fait du bien? C'est ça la différence entre l'ego et votre cœur, c'est l'intention en arrière. Puis sous-estimez pas l'importance de l'intention. Au niveau de la spiritualité, où tu t'es rendu, puis pourquoi tu es, revenu un petit peu plus, t'es revenu peut-être un petit peu plus avec ton cœur et ta tête et non te perdre plus loin? Tantôt, tu sais, tu disais aussi que tu avais eu la chance de ne pas te rendre plus loin dans la spiritualité. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui est peux dire? arrivé? C'est sûr que moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler, puis je n'allais pratiquement pas au bureau. Fait que c'est sûr que j'ai pris du temps pour moi. Fait que, je prenais beaucoup de marches. Je ne savais pas quoi faire, mais il y a des gens qui m'ont dit hey, go, va prendre des marches. Puis j'ai réussi à trouver des choses qui m'ont aligné beaucoup pour prendre soin de moi. Puis j'ai vraiment eu le temps de méditer, de penser à moi. Fait que c'est vraiment ça qui m'a permis puis, de savoir qui je suis. Mais avant de me rendre là, j'avais besoin de l'extériorité, comme je mentionnais. Fait que je suis allé voir plein de spécialistes. Je me souviens, je suis allé voir un acupuncteur. Okay? Puis là, j'arrive là le matin, puis elle me dit où t'as mal? Comment on dit ça, mal à l'ego? J'ai mal aux pieds, puis ça me faisait vraiment du bien. Elle me mettait des aiguilles, je ne sais pas trop où. Ça me faisait vraiment du bien. Je pouvais dormir, je pouvais relaxer. Puis là, pauvre petite, sérieusement. Là, puis là, je retournais toutes les semaines, puis ça me faisait du bien. Puis là mon mal de pied ne se guérissait jamais parce que j'avais mal aux pieds. Fait que là, elle, comment ça? Mais je suis allé quand même assez loin. Sauf que j'ai eu la chance de prendre du temps pour moi, savoir qui j'étais vraiment. Puis à Noël, je me suis rendu compte que j'allais vraiment dans le champ. Puis qu'après les fêtes, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis déconstruit encore une fois. Sauf que là, je savais comment faire. J'avais vécu l'enfer, genre en 2019, automne 2019. Au printemps 2020, je savais comment faire, comment me déconstruire. Fait que rapidement, à Istanbul, je me suis déconstruit en 10-15 jours. Puis je me suis reconstruit comme je voulais vraiment l'être. Puis c'est ça. Je vais faire juste une parenthèse. Mais Pourquoi les comment enfants? tu fais vraiment l'aide, mais en étant vraiment toi-même?
On était vraiment moi-même. Puis c'est dur de se déconstruire. OK? C'est dur de se construire si on ne se déconstruit pas. Tu sais, les fameux accords qu'on a dit tantôt, c'est que moi, en 2016-2017, j'étais incapable d'appliquer le livre du White Café parce que j'étais déjà plein de cochonneries, tu sais, que j'avais accumulées au fil des années. Moi, je ne vivais pas mes émotions. Je m'étais dans une petite case à oublier. Puis j'étais prêt de mettre du bon en moi. J'étais déjà bien rempli de marde, OK? Excusez-moi l'expression. Puis il a fallu que je sorte tout ça de moi, OK? Cette chose-là dégueu. Puis après ça, pour me remettre du bon à l'intérieur. Puis c'est la seule façon, c'est de déconstruire pour se reconstruire. Super. Ici, on a un témoignage. Merci Hugo, inspiration 2000%. Aussi captivant que Éric Giasson. Bravo du début à la fin. Merci pour ton authenticité, drôle, touchant et dérangeant dans le bon sens. Ben, merci, c'était apprécié. Ensuite, c'est quoi ton rêve? Ben, moi, présentement, je suis dans mon rêve. Tu sais, je veux dire, moi, ce que j'ai fait depuis un an, c'est que j'ai affronté tous mes peurs pour réaliser mon rêve. Tu sais, entrepreneur en cavale, c'est mon rêve. Tu sais, moi, ce que je voulais vraiment, c'est simple, c'est que je voulais, je ne l'ai pas dit, j'ai sauté des bouts, excusez-moi. Euh, Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai démarré mes entreprises initialement, même si j'étais dans le besoin de reconnaissance, j'ai démarré de cœur. Ça s'est perdu beaucoup au fil du temps. Puis moi, au printemps 2020, je voulais redémarrer une entreprise de cœur. C'était important. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai jumelé tout ce que j'aime. Moi, j'aime apprendre, j'aime faire du plein air, j'aime voyager, j'aime faire des expéditions en montagne, j'aime l'entrepreneuriat. Fait que j'ai jumelé tout ce que j'aimais pour gagner ma vie. Mon fameux mix, c'est ça. Le mix, là, c'est qu'est-ce qu'on est au service de l'autre pour aider les gens, c'est ça. Fait que moi, je suis un leader, je suis un rassembleur, je suis inspirant, vous m'avez mentionné tantôt, merci. C'est ça, moi, OK? Fait que c'est ça, je voulais tout jumeler ça pour aider les gens. Fait que je suis dans mon rêve. C'est bien. Je ne veux pas me réveiller. Je veux pas me réveiller. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires dans la société dans laquelle on vit et le contexte économique, difficile de ne pas se concentrer sur l'image projetée. Mais c'est très simple, deux choses. Premièrement, le COVID, là, si vous le voyez comme quelque chose de négatif, c'est votre choix. Moi, je le vois comme une opportunité. Tu sais, je veux dire, on a lancé une compagnie de voyage dans le COVID quand c'est mort. J'ai le goût de m'acheter un restaurant, tu sais, parce que dans le fond, il y a des opportunités. Fait que si on voit l'inverse, OK, ben, il y a beaucoup d'opportunités, mais vous devez savoir qui vous êtes. Tu sais, les fameuses missions, visions, valeurs, là, quand on démarre une entreprise dans le plan d'affaires, mais faites-les pour vous. C'est qui vous êtes, OK? Où vous voulez aller, puis c'est quoi vos valeurs qui vous fait en sorte que vous prenez vos décisions au quotidien. Mais ça, pour ça, il faut vous passer du temps avec vous-même, savoir qui vous êtes, votre fameux mix. Et ici, on a aussi un témoignage d'une personne que je connais très bien. Merci pour cette conférence intéressante. Merci Hugo de m'avoir fait prendre conscience que je suis réellement sur mon chemin. Je me concentre sur l'essentiel et l'essentiel, c'est l'instant présent. C'est beau, ça. Je peux-tu voler ta phrase pour mettre dans ma conférence prochainement? C'est ma mère, fait qu'elle va dire oui. Félicitations Hugo, très inspirant et bravo pour ton authenticité. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les chutes à Rivière-du-Loup? Oui, ben, c'est Louis-Pierre Desjardins, là. Je te nomme, hein, parce que genre. En réalité, ben merci à Louis-Pierre. Mais en réalité, Louis-Pierre est venu 2, 3 fois à Rivière-du-Loup. Puis à chaque fois, tu sais, moi, quand les gens viennent, c'est vraiment beau, Rivière-du-Loup. Amy, tu es d'accord, hein? C'est Oui. vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Le fleuve est malade. Puis on a des belles chutes. Puis à chaque fois, Louis-Pierre venait, OK, je venais visiter la chute. Puis à chaque fois, il y avait zéro eau. Mais je suis venu avec une autre personne récemment, puis il y avait de l'eau. Fait que c'est toi qui n'es pas chanceux. C'est un mauvais karma, Louis-Pierre. J'ai allé marcher 2 fois la fin de semaine passée, puis les chutes étaient très abondantes. Deuxième témoignage, pas deuxième, mais avant-dernier. Merci Hugo pour cette conférence et de partager ton parcours. J'ai comme l'impression que beaucoup de monde se partent en affaires. J'ai comme l'impression aussi que tu ne doutais pas lorsque tu voulais te partir en affaires ou développer un projet. Selon toi, est-ce que l'entrepreneuriat est pour tout le monde et est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ben, je pense que j'ai peur de vous écœurer avec ça, là, mais tu sais, tout le monde est entrepreneur. C'est entreprendre sa vie. Démarrer une entreprise, c'est la même chose qu'acheter un nouveau char, OK, que dans le fond, avoir un chalet, avoir une nouvelle maison, un nouveau conjoint, c'est la même affaire. C'est affronter nos peurs pour réaliser un rêve. C'est la même affaire. Si votre rêve, c'est la voiture, c'est entreprendre. Si c'est démarrer une entreprise, c'est ça. Puis la meilleure qualité d'un entrepreneur, puis je le dis tout le temps, là, c'est la capacité à sauter les 2 pieds joints dans le précipice, affronter nos peurs pour un défi, une passion, un rêve. C'est ça, entreprendre. C'est pour tout le monde. Mais trouvez votre mix. Si vous êtes dans la reconnaissance, puis vous voulez imiter l'entrepreneur à côté, si vous voulez m'imiter plutôt, bien c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Soyez ce que vous êtes, puis faites-le.
Ouais, je pense qu'il faut aller puiser vraiment à l'intérieur de soi puis ressortir ça. Puis, c'est quoi la citation? Je ne sais plus de qui ça vient, mais fais un travail que t'aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler à tous les jours de ta vie, là. C'est Quelque ma chose, première slide, c'est Steve Jobs. C'est Steve Jobs qui dit tu ça. Fait que, vois-tu? C'est ça. J'avais déjà oublié que c'était lui. Fait que voilà. Puis je pense que si les gens ont un rêve de devenir entrepreneur, ben, puis puis ça reste à l'intérieur d'eux, mais c'est peut-être qu'il se cache quelque chose à développer, justement. On effectivement. a deux façons de voir les choses face au COVID. Soit on voit comme une charge, soit on prend ça comme une chance d'avancer. Effectivement. C'était pas une question, c'était plus un témoignage. Désolée. Donc, je pense que ça pourrait faire. Oui. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter avant la pause, avant qu'on commence la Ouais, conférence c'est avec quand même assez Nicolas simple. Duvernay? Moi, je suis quand même assez disponible, OK, pour les gens. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, hugodubé.ca, Facebook ou LinkedIn, peu importe, je suis assez disponible. Prenez le temps de regarder mon blog aussi, il y a des belles choses là-dessus. Puis, si vous avez des idées, des collaborations que vous voulez faire, gênez-vous pas. Je pense que je suis vraiment humain, puis je veux collaborer, puis je veux partager avec vous, fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est pas un hasard. Donc, merci Hugo. Alors, restez connectés tout le monde. Dans 10 minutes, on va commencer la conférence avec Nicolas Duvernois. Donc, à tout à l'heure. Merci.